C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer? Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer et aujourd'hui mon invité s'appelle Dayhan. Bonjour Dayhan, comment vas-tu? Bonjour Gozer, ça va bien? Merci de m'avoir invité. Bah écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir pour cet épisode où on va discuter de quelque chose qui est assez spécifique dans la photographie, qui va être le développement, les logiciels de développement, mais on va aussi parler de ta pratique. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ou est-ce que tu veux qu'on fasse ça naturellement tout au long de l'épisode? Non, mais faire une présentation comme ça au fil du temps, c'est pas mal. Ok. Alors, cet épisode va se tourner autour du développement en photographie. Alors, je tiens vraiment à remercier les personnes qui nous écoutent pour l'accueil du premier épisode, les retours. Enfin, je m'attendais absolument pas à, on va pas dire un tel engouement, mais une telle curiosité. Mais pour le dire très vite et très simplement, beaucoup de personnes sont revenues vers moi en me disant « Alors, c'est super passionnant, le mec qui parle des orages, c'est génial, mais il y a quand même des termes qu'on ne comprend pas. » Alors, je vous assure que là, on est sur l'épisode 2. L'épisode à venir, en janvier, sera, lui, vraiment sur la base de la photographie, expliquée à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, je t'accueille. Tu m'as motivé, il y a quelques mois de ça, à changer mon paradigme, on va dire, de travail photographique et à passer d'un logiciel à un autre. Alors, je vais faire un monologue, je vais essayer de le faire très court parce que le but, c'est surtout d'échanger avec mon invité. La photographie, telle que vous la connaissez ou telle que vous l'imaginez, n'existe pas. C'est-à-dire que si vous faites une photo et que vous la gardez dans votre appareil et que vous ne la travaillez pas, ce n'est pas de la photographie. Ça n'existe pas. Photographier, c'est avant tout un acte. On choisit de mettre dans un champ, de mettre dans un cadre, de capturer quelque chose. Pour autant, quel que soit votre niveau en photographie, quel que soit votre matériel en photographie, quand vous n'avez fait ça, vous n'avez uniquement fait la moitié du travail. La deuxième moitié, qui va être super importante, va être celle qu'on va aborder, va être celle du développement. Alors, très rapidement, on va... Et du coup, tu prends la parole quand tu veux sur ça, Dayhan. Il y a une grande différence entre la retouche et le développement. Quand on discute de notre travail, on dit « Mais du coup, les photos, vous les retouchez ?» Bah non, on les retouche pas en fait, on les développe. Et là, on voit les yeux de la personne qui s'ouvrent et qui se perdent un peu et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire développer. J'ai une épaule qui est un petit peu plus fatiguée qu'une autre, c'est-à-dire que quand je vais photographier, mon cadre va pencher un petit peu plus vers la droite. Une photo, quand elle est faite de manière brute. Et le développement, ça va être remettre cette photo dans le bon angle, venir rajouter de la lumière, venir mettre la photo à la hauteur de notre vision de photographe. Retoucher, ce serait photographier un mannequin, élargir son tour de hanche, élargir sa poitrine, réduire la taille de ses yeux, c'est modifier la réalité. Nous, aujourd'hui, on ne va parler que de développement. Donc, pour faire très simple, dans le développement, dans un appareil photo, on va avoir deux types de fichiers. On va avoir un fichier qu'on appelle le JPEG, qui est un fichier compressé, sur lequel, quand on vient travailler, on ne travaille qu'une certaine frange du fichier, par rapport à ce qu'on pourrait faire autrement. Et on a un autre type de fichier qui est le fichier RAW, plus communément, un fichier brut. Les premiers RAW sont apparus à la fin des années 90. Le RAW, si vous voulez, c'est un type c'est une typologie de fichiers, c'est une famille de fichiers, c'est une typologie de conteneurs. Donc RAW en anglais, ça veut dire brut. Aujourd'hui, nous, on va parler des logiciels qui sont des dérotiseurs, notamment Adobe Photoshop Lightroom et Capture One. Ce qui se passe, c'est que par exemple, dans la même famille de RAW, vous allez avoir un fichier qui va être le 3FR, qui est celui d'Hasselblad, vous avez le ARW, qui est celui de Sony, vous allez avoir le RAF, qui est celui de Fuji,
ou sinon le CRW, CR2, CR3 pour Canon, le NEF ou le NRW, si je ne dis pas de bêtises, pour Nikon. Donc il est important que vous compreniez, dans cette introduction, que un fichier RAW, c'est une famille de fichiers, et ça correspond à la pellicule qu'on avait en argentique. T'as travaillé un peu en argentique ou pas, toi ? Moi, pas du tout. Pas du tout, même si ça m'a donné envie de le pratiquer. Par faute de temps, j'ai compris que l'argentique, il fallait avoir de la patience, du temps, et d'avoir quand même un endroit pour pouvoir développer en fait ta photographie. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à tous ces logiciels d'érotiseurs, de développement et tout. De reprendre la genèse, par exemple, de la photographie, où tu fais une photo, où tu avais de la pellicule, c'est exactement la même chose qu'il y a aujourd'hui sur les appareils numériques, sauf que quand le fichier brut apparaît, c'est un peu à l'instar de la photographie argentique, le RAW est finalement le négatif, en fait, de ton appareil, concrètement, de ta photographie. Donc, aujourd'hui, quand les gens font de la photographie, il faut juste qu'ils se mettent en tête, en fait. Soit je prends un fichier qui est déjà, en fait, qui sort déjà pré-réglé à partir de l'appareil, et là on a des fichiers compressés qui s'appellent le JPEG. Ou sinon, on veut avoir une latitude plus large, donc ce que tu disais, de développement, et on se dit, j'aurai plus de chances de rattraper ou de corriger certaines valeurs via le négatif, donc ce fichier brut qu'on appelle le RAW. Après, si il est possible de prendre un exemple qui parle encore plus à tout le monde, puisque le but là quand même c'est vraiment de faire de la pédagogie et c'est le but de ce podcast, mais on a tous des degrés de compréhension différentes. Imaginons, vous avez un compte Instagram. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de faire une photo avec votre appareil et de la poser sur votre compte Instagram sans venir rajouter un filtre, sans venir rajouter de la lumière, sans venir mettre une bordure. Le développement, c'est exactement la même chose. Quand on travaillait en argentique, on avait deux options. Soit on avait notre propre labo et on faisait nos photos et on les développait nous-mêmes dans notre chambre noire, ce qui, des années après, donnera un logiciel comme Lightroom, la chambre claire, ou alors on les donnait dans un magasin qui, lui, allait les développer selon, on va dire, des réglages prédéfinis, qui n'avaient pas fait un travail artistique, mais qui allait les développer, comme le tout venant, en se disant, voilà, ça c'est un réglage, c'est une pellicule A qui correspond à un réglage A, et on va la travailler de telle manière. Avant de continuer, juste une anecdote. Quand on regarde les photos, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les photos de Staline et du Politburo. Ces photos qui étaient déjà en argentique, au-delà d'être développées, elles sont aussi retouchées. Et il est important que vous compreniez bien la différence entre développer et retoucher. Développer, c'est vraiment appliquer la vision qu'on a voulu faire la photo, c'est-à-dire... cette personne, ce portrait, j'ai envie de mettre telle énergie, j'ai envie de faire passer tel sentiment. Ça, c'est du développement. La retouche, c'est par exemple venir supprimer les personnes qui sont au 2 et au 3e rang et qui ne sont plus d'accord avec nos idées politiques et qu'on va envoyer au goulag. Ça, c'est de la retouche. Et pour vous donner une idée de ce qu'est la retouche et de l'importance que ça avait déjà en argentique, si vous ouvrez un logiciel comme Adobe Photoshop, si vous regardez les outils, que ce soit la plume, que ce soit le pinceau, que ce soit l'outil Fluidité, toutes ces icônes-là reviennent d'outils qu'on utilisait vraiment en développement argentique. On n'a rien inventé avec Photoshop. Juste ça. Donc, très rapidement, on a vu qu'on a différents types de fichiers, le JPEG, le RAW, un fichier compressé, un fichier brut qui comporte naturellement beaucoup plus d'informations. Donc un fichier JPEG, si par exemple un fichier JPEG ça fait 5 MO, le fichier RAW, comme c'est un fichier brut qui comprend toutes les informations de la prise de vue, il fera à peu près 25-30 MO. Ça dépend de la définition de votre boîtier.
Ça dépend un petit peu de la technologie aussi qu'il y a dans votre appareil. Donc là, j'ai envie qu'on discute notamment de 2 logiciels, puisque les deux lions qui se combattent, on va dire, dans l'arène du déroteaser sont... D'un côté, on va avoir Adobe Lightroom, et d'un autre côté, on va avoir un logiciel qui s'appelle Capture One, et qui sont diamétralement opposés dans leur mode de fonctionnement. Tu as commencé par lequel, toi ? Alors, moi, j'ai commencé par Adobe Camera Raw. Ouais. Parce que c'était celui qui était intégré directement dans Photoshop, et il l'est toujours. D'ailleurs, Camera Raw, indirectement, est un logiciel qui est à la fois gratuit, qui a exactement quasiment à 90%, c'est la même chose que Lightroom, mais en un peu plus brut, c'est-à-dire qu'il est un peu moins friendly, il y a moins de... Déjà, tu as plusieurs panneaux, tu es obligé d'appuyer, c'est moins, on va dire... Je vais pas dire c'est moins pratique, c'est juste qu'il est moins pratique dans le sens que Lightroom, ou Lightroom, tu as tout sur la même page, concrètement. C'est fait pour travailler une série, alors que voilà. Camera Raw sera plutôt fait, lui, pour tout venir à fait. travailler à l'unité. Tout à fait. Mais du coup, dans ce monde de ces dérotiseurs, de ces logiciels de développement, en fait, aujourd'hui, même Adobe Camera Raw, Capture One, Lightroom, mais ils sont plus seuls en fait maintenant. Tu as d'autres logiciels, d'autres compagnies qui ont développé leur propre logiciel de dérotiseur pour intégrer ce marché. Il faut savoir que le marché de la photo, il a complètement explosé depuis l'arrivée des réseaux sociaux. En fait, quand tu t'aperçois que Instagram aujourd'hui te propose indirectement ce côté de développement de la photo, aujourd'hui, en fait, le game, si je peux me permettre de parler comme ça, le game a complètement changé. Aujourd'hui, la personne lambda, aujourd'hui, fait du développement de photos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec son téléphone, elle prend une photo, elle va la poster sur Instagram. Instagram, par défaut, va te proposer déjà des outils de développement, de correction et tout. Donc finalement, les gens sont déjà habitués à faire du développement. Bien sûr, mais complètement. Ils sont déjà, en fait, habitués, ils sont déjà, en fait, éduqués à travailler les photos. Et justement, grâce, et on y reviendra peut-être après, à cause, du coup, Lightroom était quand même le précurseur avec Adobe, puisque c'est la même compagnie. Il était en roue libre, et du coup, il n'y avait que des photographes, on va dire, initiés qui allaient sur ce type de logiciel. Parce que les gens avaient des vrais boîtiers. Avant, donc, avec le marché du réflexe, les gens un peu plus expérimentés allaient sur Lightroom parce que on se disait, tiens, j'ai envie de corriger ma photo, je vais sur Lightroom. Mais il faut dire qu'il y avait aussi d'autres logiciels qui étaient déjà là. On oublie souvent Google Picasa. Google Picasa, c'était déjà un gros dérotiseur. Il faut le savoir parce que beaucoup de personnes développaient leurs photos sur Google Picasa. Et t'en avais un autre aussi qui était déjà précurseur depuis très longtemps. Alors, ça s'appelait ACDC, qui était aussi une bible aussi en termes de dérotiseur à l'époque, surtout sur PC. Les gens développaient leurs photos dessus. C'est vrai que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es essentiellement sur l'univers Mac. Je suis passé sur l'univers Mac. Tu es passé sur l'univers Mac et tu travailles tes photos dans l'univers Mac, on va dire, et moi, je travaille dans l'univers du PC. Alors, effectivement, comme je disais, les RAW sont apparus, donc les fichiers bruts sont apparus avec l'arrivée des premiers appareils photo numériques. Il faut savoir que déjà en 97, on n'était pas encore champion du monde, pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas trop à carrer du foot, mais en 97, il y avait un logiciel qui s'appelait DC RAW, qui était en langage C, et c'était un des premiers dérotiseurs. Pour revenir sur ce que tu disais il y a un instant, mais tu as utilisé le terme corrigé, je vais prendre le terme développé. Camera Raw est apparu en 2005, et il a fait son apparition dans Photoshop CS2, et c'était effectivement le premier logiciel professionnel / grand public, parce que Photoshop est quand même aussi un logiciel grand public, on peut l'acheter
n'importe qui peut acheter une licence Photoshop, même si à l'époque il n'y avait pas encore le cloud. Donc le premier logiciel qui intégrait la gestion des RAW et le développement des RAW. Mais comme on disait, l'interface était faite pour faire du travail presque à l'unité. Donc, 2005, l'apparition de caméra RAW dans Photoshop CS2. Janvier 2007, la première version de Lightroom, qui, elle, développe vraiment une notion de catalogue. Parce que vous imaginez bien que quand vous shootez beaucoup de photos comme ça, au-delà de les développer, il va aussi y avoir ce qu'on appelle l'editing. On a déjà abordé un petit peu cette notion avec Florent Renaud, qu'on salue dans notre épisode précédent sur l'orage. L'editing, pour faire très très simple, on va prendre un chiffre rond. Vous shootez 100 photos. Techniquement, on sait que sur 100 photos que vous shootez, selon le type de prise de vue que vous faites, on va peut-être en garder 15, 20 grand max. L'editing, c'est venir dire « ça je garde, ça c'est pas bon », c'est venir faire une présélection. Donc la première version de Lightroom comportait une bibliothèque, quelque chose aussi qu'on va aborder par la suite. Et enfin, on trouve la première version, je pense, de Capture One, qui ne s'appelait pas encore Capture One, mais qui s'appelait Portrait One, qui est apparu en 2003 et qui s'est nommé Capture One à partir de la version 2.7. J'ai bien fait mes devoirs. J'ai fait des petites recherches quand même, faut pas déconner. Et je pense que la version 2.7, on est autour de 2005. Est-ce que toi, avec ton expérience des deux, tu veux bien me dire pour toi la différence qui existe entre Lightroom et Capture One d'un point de vue très généraliste, fonctionnement, bibliothèque, on abordera le mode connecté par la suite, mais pour toi, la différence entre ces deux mastodontes, alors bien sûr il y en a d'autres, il y a Darktable, il y a du Affinity, il y a des choses comme ça, mais là le but c'est vraiment de parler de ces deux-là, puisque ce qui m'intéresse en fait, le fin fond du podcast, c'est de discuter de pourquoi tu m'as amené moi à faire ma migration sur certaines prises de vue de Capture One à Lightroom, et toi, dans ta pratique, notamment sur la colorimétrie, des choses comme ça, pourquoi tu te tournes vers Lightroom. Donc, est-ce que tu veux bien m'expliquer, excuse-moi, la différence pourtant entre Capture One et Lightroom ? Alors, il faut savoir que moi, par défaut, j'étais que Lightroom, parce que Lightroom, tout mon écosystème était sous Adobe. Et à force de faire, par exemple, des photographies de mode ou de personnes et tout, j'ai été amené à rencontrer des photographes qui bossaient sur Capture One. Mais je me suis vite aperçu que Capture One, c'était un logiciel un peu élitiste pour la retouche photo. Et quand on regarde bien ce logiciel dans ses prémices, c'est que ce logiciel était beaucoup utilisé par les photographes de mode en studio et vraiment typé mode. Bon, forcément, j'ai été un peu curieux, j'ai commencé à utiliser le logiciel à partir de Capture One 6, Capture One 7, si je dis pas de bêtises. Mais c'était, je pense, à ce moment-là, j'avais cette sensation de passer mon bac pour pouvoir utiliser un tel logiciel. Donc au fil des années, je me suis aperçu que ce logiciel commençait à évoluer. Mais je continuais tout le temps à développer sur Lightroom. Et puis, à un moment donné, j'ai vu des photographes que je connaissais qui avaient Lightroom et qui juraient que par Lightroom, commencer à utiliser Capture One. Donc je me suis dit, je vais tester, je suis curieux et j'y vais. Et au fur et à mesure de m'y intéresser, j'ai vu que Capture One avait une gestion précise en fait des couleurs, avait une autre façon de penser dans le développement de la photo. Et ce qui est incroyable avec ce logiciel, c'est que Lightroom n'est pas moins bon. C'est juste que pour arriver à faire ce que fait Capture One, il faudrait passer plus de temps sur Lightroom. Et c'est là, en fait, ce qui est incroyable, c'est que Capture One, derrière, il faut savoir que c'est Phase One qui est derrière. Donc c'est un fabricant d'appareils photo avec des gros capteurs, donc généralement du moyen format. Donc ils ont développé cette solution pour leurs appareils. Et en fait, ils l'ont juste réadapté pour les appareils d'aujourd'hui. Donc en fait, ils avaient déjà une avance par rapport à une société comme Adobe qui fait du grand public et qui traite des millions
de caméra, mais n'avait pas cette gestion précise en fait des appareils au niveau du traitement des capteurs, au niveau de la lumière et compagnie. Et en fait, cette société avait déjà une telle avance que finalement, tu comprends quand tu commences à développer sur Capture One que ça devient beaucoup plus simple. Tu veux quelque chose de très précis, tu peux régler au millimètre près. Je dis pas c'est incomparable, tu peux avoir la même chose dans Lightroom, hein. Et on va pas mentir. C'est juste que tu vas passer plus de temps, tu vas retourner dans les réglages, dans les couleurs et tout, tu vas faire plein de tests et tout, et tu vas perdre du temps, et finalement tu vas passer sur Photoshop pour arriver à on va dire, à la solution finale. Alors que dans Capture One, en fait, tout est géré par... comment je pourrais dire ça ? Pas par lot, mais par segment. C'est-à-dire que tu vas gérer la couleur, tu vas gérer un moment une couleur bien précise, le chaud, le froid, ça va dans des... En fait, c'est ultra précis. Et il faut le tester, en fait, pour comprendre, en fait, la dynamique de Capture One, de voir que c'est un logiciel qui est beaucoup plus poussé que... dans l'approche, hein, dans l'approche qu'un Lightroom qui, finalement, devient plus grand public, que Capture One, en fait, était déjà, à la base, un logiciel très professionnel. Et maintenant, ce que fait Capture One, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il joue le jeu de Lightroom. Il devient de plus en plus un logiciel grand public, mais avec tout son background de logiciels ultra spécialisés dans le développement de la photo. Après, alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, je pense qu'effectivement, de mon point de vue, donc je vais essayer de revenir un petit peu sur mes notes et sur ce que j'ai sous les yeux, c'est que la principale différence, entre autres, d'un point de vue juste de la gestion, c'est que Adobe Lightroom, comporte une partie bibliothèque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des catalogues. Quand je photographie les Sunny Days, j'ai la chance de faire partie et d'avoir monté l'équipe photo avec d'autres personnes il y a une dizaine d'années de ça. Quand on se retrouve avec 3000 photos à la fin d'un week-end de festoche, on va venir faire un catalogue, on va gérer ce qu'on garde pas, nos dossiers, notre gestion. Une fois qu'on a fermé le soft, on peut revenir 6 mois après, nos dossiers, on sait comment ils sont rangés. Capture One, lui, ne propose pas ça. Il propose un autre logiciel, tu m'en avais parlé, j'ai oublié le nom. MediaPro, merci beaucoup. Qui lui permettait de dire, ok, ça je gère ma bibliothèque, et ensuite on va passer vraiment à la partie uniquement développement de la prise de vue. Là où aussi il y a une différence qui est importante entre les deux, c'est que, comme tu le disais très bien, Capture One est très professionnel. Alors, Adobe Lightroom aussi, c'est pas la question, mais Capture One est beaucoup plus poussé, et c'est ce qu'on retrouve essentiellement en studio. Enfin, t'es arrivé tout à l'heure, on a regardé, je t'ai montré une vidéo d'un photographe qui donnait un cours sur le salon de la photo, sur la gestion de la lumière. L'assistant qui est à côté déclenche avec Capture One. Le truc, c'est que Capture One, lui, va permettre de faire de la mode, parce qu'il a une excellente gestion de la peau, une excellente gestion de la couleur, de la chromie de la peau, et surtout ce qu'on va appeler un mode connecté. Alors, le mode connecté va être pour tout ce qui va être nature morte. Imaginez, alors la nature morte, pour les personnes qui découvrent la photographie, qui s'y intéressent et qui découvrent le podcast, la nature morte, c'est comme la nature morte, comme les vanités en peinture classique, c'est venir photographier quelque chose, une coupe de fruits, à la limite faire du packshot, photographier des objets publicitaires, ça pourrait être considéré comme de la nature morte. C'est quelque chose qui ne va pas bouger, qui ne va pas s'altérer. Donc vous avez vos lumières, vous réglez votre appareil sur le pied. Capture One a un mode connecté qui est génial, qui permet, en appuyant sur la barre espace de son appareil, de son ordinateur, de déclencher la prise de vue, et très rapidement la photo arrive dans son ordinateur et on peut la traiter. Le problème de Lightroom, c'est que Lightroom a un mode connecté, mais qui, pour avoir testé les deux, et c'est pas dit méchamment, pour moi est inexistant. C'est-à-dire qu'on fait une photo avec Lightroom, on va attendre une demi-seconde, la photo va arriver après, et avec la même bécane. Donc forcément, quand on travaille en studio, la personne qui doit faire un shoot va dire non, c'est pas possible. En fait, la dernière fois, quand on a testé ce truc-là, c'est vrai qu'on l'a testé, c'est vrai. On a plus cette sensation, en fait, que Lightroom l'a mis a inséré ce mode pour dire, on a mis un mode connecté. Mais à aucun moment, on se dit, mais
Adobe a vraiment bossé ce truc-là. Contrairement à Capture One, on voit on sent qu'il y a une maîtrise totale de cette option du mode connecté. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que le mode connecté gère l'appareil à distance. On avait fait le test avant que j'ai un shooting là, avec des influenceuses. J'ai été bluffé. Je l'avais jamais testé. J'avais jamais fait de mode connecté et compagnie. Et je me suis dit, non mais on est dans un autre game. Mais en fait, tu t'aperçois que Adobe s'est reposé concrètement sur ses lauriers, a mis un mode connecté pour faire un mode connecté. Tu as plein de photographes qui l'utilisent, ce mode connecté. Mais je pense que quand les gens commencent à passer sur Capture One, ils se disent, on n'est pas dans le même niveau. On est dans un truc où Lightroom doit encore faire des progrès. Donc, moi, je pense que Lightroom va arriver. En fait, Lightroom est en train de perdre du terrain, concrètement. Là, il a son parc. Adobe va très bien en termes de vente. Merci des abonnements. Merci. Mais oui, depuis son nouveau modèle économique, tu t'aperçois que Adobe a vraiment poussé Photoshop très très loin. Lightroom, bon, voilà, il l'améliore au fur et à mesure et tout. Mais vu là, ce qui est en train de faire Capture One, là, il est en train de vraiment de collecter des nouveaux abonnés. Forcément, Adobe va répondre. Dans un moment ou un autre, je pense que d'ici 2020, on aura, je pense, un Lightroom qui va être très très proche du Capture One. Bon, je pense qu'on peut dire 2021 parce que ça fait partie des actualités qu'on va aborder. Hein. La keynote, Adobe Max. Adobe Max. Alors là, on est en décembre, on est quelque part dans une nuit. Il est à peu près 3h du matin. Mais la keynote est sortie il y a quoi ? Il y a un mois et demi. Un mois et demi sur le Lightroom. Elle a juste confirmé la séparation entre la version classique et la version abonnée. Ouais. Donc je vais pas plus complexifier pour les gens qui découvrent ces softs-là. Là, on vient de passer à la version 20 de Capture One. Il va falloir attendre Adobe Max 2020 pour avoir des nouvelles et des évolutions de Lightroom parce que ça va pas... Ils vont faire forcément, là, d'ici quelques mois, on va avoir des mises à jour qui vont apparaître, forcément. Déjà, pour savoir comment ça avance, faut suivre comme des gars comme Terry White, qui est un peu les gourous de chez Adobe, ou des gourous français, là, je me rappelle plus, qui s'appelle Stéphane quelque chose. Moi, je conseille Julien Ponce. Je t'en avais parlé. Julien Ponce, que j'ai déjà vu travailler, que j'aime beaucoup. Pas de pub, on n'est pas sponsorisé. Non. On vend pas ses formations. Julien Ponce, c'est un peu pour moi, vraiment beaucoup son travail. Julien Ponce, c'est un touche-à-tout. C'est un gars ultra talentueux. C'est un gars qui travaille... Enfin, c'est comme si tu imagines un gars qui est dans son labo, il est en train de tout tester. Et il est passionné par ce qu'il fait. Et du coup, il arrive à te sortir des trucs. Et en plus, il bosse ses sujets à fond. C'est pas quelqu'un qui fait un truc à moitié, Julien Ponce. Pour avoir vu j'ai vu quelques vidéos. À l'époque, moi j'ai connu ce personnage quand il travaillait, quand il faisait beaucoup de vidéos pour Imob, qui est devenu tuto.fr ou tuto.com. Et Julien Ponce, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui va au bout des choses et tout. Donc, il teste plein de trucs. Hein. Il a testé récemment... il le dit, hein, d'ailleurs, dans ses vidéos, que Capture One est quand même bien en avance face à Lightroom. Mais, ouais, un gars à suivre aussi, Julien Ponce. Terry White, c'est bon beaucoup pour les anglophones, hein. Alors, même si je suis une bille en anglais, mais bon, à un moment, tu comprends, un moment, sur 10 phrases, tu te dis, ah bah tiens, d'accord, j'ai compris que ça, c'était ça et ça. C'est un tuto, on voit la souris bouger. Mais bon, tu vois, c'est vrai que si tu veux vraiment pas te prendre la tête à écouter des anglophones, bah tu vas écouter un gars comme Julien Ponce, mais t'en as plein d'autres. Hein. Julien Ponce, pour moi, c'est un extraterrestre dans ce truc-là, lui. C'est un extraterrestre. Mais pour revenir là sur notre sujet principal, c'est quoi l'avenir de Lightroom ? Lightroom, en fait, Adobe est pris dans une sorte de piège. Ils ont Photoshop, ils ont Adobe Camera Raw, ils ont Lightroom CC et ils ont Lightroom classique. Plus la version mobile. Et en plus, mais c'était mon truc. Plus la version mobile, plus la version
donc tablette. Donc ils sont pris dans un écosystème où ils sont obligés, ils veulent pas tuer. Parce que le problème aussi de faire un Lightroom ultra puissant, c'est que du coup, ben, ça peut mettre de côté certains autres de leurs applications un peu sur le côté en fait. Et du coup, ils doivent trouver le bon dosage du futur, de ce futur. D'ailleurs, je pense que déjà, il s'appellera Lightroom 8, je pense. Je pense que ça sera ça son nom, ou Lightroom 9, je sais plus à combien on en est. Là, oui, je crois qu'on est déjà à 9, mais... Ah, on est déjà à 9, alors donc ça sera... je sais plus si on est à 8 ou à 9, mais je pense que... Et je pense qu'on verra concrètement l'évolution, parce que une société comme Adobe doit avoir forcément, aujourd'hui, un Capture One qui leur prend des parts de marché sur ce truc-là. Alors effectivement, ça peut être super insignifiant pour eux, hein. Parce qu'il y a derrière ça, dans leur cloud, ils ont Photoshop, ils ont Illustrator, mais ça peut leur faire perdre des abonnements, concrètement. Bah, après, c'est surtout que, comme tu le dis, effectivement, il y a l'existence de Camera Raw, donc Camera Raw qui sera un petit peu l'entrée, le chemin d'entrée vers du Photoshop et vers du Lightroom. Alors, je le redis, de toute façon, le prochain numéro, lui, sera presque un numéro en solo où on ne parlera que de technique et on va parler tout un tas de trucs, mais notamment on reviendra sur les dérotiseurs. Lightroom, Capture One, c'est pour développer la photo, donc c'est pour exprimer sa vision photographique en termes de lumière, en termes de cadrage, en termes de couleur. Si on veut faire de la retouche, on passe forcément par du Photoshop. Et les gens qui utilisent Capture One pour du développement, bah, à un moment, ils passent forcément par Photoshop. Un exemple simple, j'avais passé un entretien il y a quelques mois de ça dans une maison de vente aux enchères qui travaillait en mode connecté avec Lightroom. J'étais ouais, sinon on peut aussi le faire avec Capture One, parce que ce sera plus simple. Même si la photo est bien réglée, derrière, il passe par de la retouche. Et là, j'ai fait un test pour Mariage Frère il y a quelques semaines de ça. Je me suis forcé à le faire en suivant ton exemple. Je me suis forcé à le faire sur Capture One pour une question qu'on va aborder après, qui est celle des calques et de la finesse de travail dans Capture One. Ça m'a pris du temps, parce que ce n'est pas le même processus, c'est pas le même, on va dire, paradigme de travail. Mais par contre, j'ai fait 96% de mon travail dans Capture One, et les 4% que j'ai fait dans Photoshop, c'était venir dépoussiérer un produit parce que y avait des petites petzouilles à droite à gauche, quoi. Donc, c'est pas parce que vous allez utiliser Lightroom ou Capture One que si vous avez besoin de retoucher votre photo, vous n'allez pas passer par Photoshop. C'est pas... en tout cas, professionnellement, les gens qui utilisent l'un ou l'autre vont aller aussi vers Photoshop. Après, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a une différence entre la pratique. Une personne qui va travailler sur du reportage va travailler peut-être plus facilement sur du Lightroom. Une personne qui va travailler sur de la publicité, sur de la nature morte, sur du studio, sur de la mode, va travailler, à mon sens, plus avec Capture One. Concrètement, avec ce que je vois, ce qui est en train d'évoluer et compagnie, je pense encore que ça va encore changer ces prochains mois et ces prochaines années. Parce que aujourd'hui, je vois déjà les outils de développement d'Instagram qui sont déjà très puissants pour ce que c'est. Il y a plein de petits logiciels comme ça qui sont déjà dans les Apple, pas les Apple Store, mais à l'instar de Google Play, tu as la même chose dans l'App Store. Ouais. L'App Store, tu as des logiciels aujourd'hui qui sont ultra compétents dans la dérotisation, rien que du mobile. Aujourd'hui, tous nos mobiles... Team Snapseed for Life. Et voilà, Snapseed aujourd'hui qui est une bombe, d'ailleurs qui appartient à Google, je tiens à le préciser. En fait, c'est clairement un Picasa, mais pour mobile. Mais Snapseed, aujourd'hui, il est ultra puissant. Aujourd'hui, tu fais des trucs incroyables avec Snapseed. Aujourd'hui, pour moi, c'est un Lightroom, mais en puissance 10, mais en plus, gratuit. J'ai quitté la version mobile de Lightroom pour Snapseed parce que j'en avais marre de voir... si vous voulez utiliser telle option, il faut prendre la version...
faut prendre la version payante, ou enfin la limitation du modèle économique Adobe Lightroom en mobile, et je ne sais plus qui m'a parlé de Snapseed et j'ai vu passer, c'est une petite tuerie. Enfin, toutes mes photos sur mon compte Instagram perso, c'est shooté avec mon appareil, c'est shooté avec mon téléphone, et c'est du Snapseed derrière. Et, et on fait exactement la même chose, presque, que ce qu'on ferait dans un, Mais complètement, parce dans un Photoshop. Quand on sait ce que c'est un dérotiseur, aujourd'hui, n'importe quelle société compétente serait capable de faire un dérotiseur, parce qu'aujourd'hui, ils sont peut-être une quinzaine à faire des dérotiseurs pour... Ce qui coûte cher, c'est le moteur RAW, c'est l'achat de cette partie-là. Mais il y en a qui sont spécialisés, par exemple, un dérotiseur spécifique pour le noir et blanc. On a Nubi qui s'appelle... c'est Nubi, l'application, qui fait une gestion de noir et blanc qui est folle, mais uniquement pour le coup, pour l'iPad, par exemple, ou pour l'iPhone. Snapseed, bon, il n'y a rien à dire sur ce logiciel, il est juste formidable et tout. La personne qui n'a pas d'argent, qui veut développer des photos aujourd'hui, il a Snapseed, il a son téléphone mobile, c'est largement suffisant. Et pour revenir à ce que je disais, que le game va encore changer, et donc Capture One, Lightroom, maintenant a de nouveaux concurrents comme Luminar, Affinity, Darktable. Tu as les logiciels de DxO qui sont ultra performants. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Et il y a un facteur qui arrive dedans qui est en train de changer la donne, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, celui qui aura une bonne intelligence artificielle, je ne dis pas qu'il va remporter le marché, mais va rentrer dans le game aujourd'hui qui commence à arriver dans nos appareils photo, dans nos téléphones mobiles. Aujourd'hui, prendre une photo aujourd'hui, l'intelligence artificielle de ton appareil photo ou de ton téléphone va déjà faire une première partie. Il va bien ajuster tous tes réglages et tout. Et quand tu vas le passer dans le logiciel de développement, tu vas passer par le logiciel avec son intelligence artificielle, parce que dans sa base de données interne, aura déjà, en disant, bah tiens, ce ciel bleu, il correspond plus à ce ciel bleu et tout. Bah finalement, qu'est-ce qu'on va rechercher après dans la photo, dans ces logiciels ? C'est le gain de temps. Donc si l'intelligence artificielle vient changer ce game-là, donc voilà, aujourd'hui, en fait, le marché, il commence à être vraiment ouvert. Avant, il était j'arrive pas à parler aujourd'hui. Canalisé ? Ouais, par Adobe. Aujourd'hui, Capture One a décidé de se mettre au grand public et montrer en fait ses performances aujourd'hui pour tous les appareils et compagnie. Et aujourd'hui, tu as d'autres logiciels qui arrivent et qui sont en train de faire... alors, je dis pas aussi bien, mais s'en rapprochent, mais vraiment à grands pas. On va continuer la discussion et on va l'orienter un petit peu différemment. Parce que toi et moi, de toute façon, on se connaît d'à côté, on est très bavards et donc forcément, là, on a déjà à peu près, j'ai le compteur qui passe sous les yeux, on a déjà à peu près explosé le temps du précédent épisode, mais c'est très bien comme ça. Je voulais aborder avec toi, maintenant qu'on a passé cette différence Lightroom et Capture One, je voulais aborder des choses dont je vais te dire le nom, et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Par exemple, on va parler de Loupedeck, on va parler de Monogramme, on va parler de Palette, on va parler de... Alors, PH, mon ami, si tu m'entends, je suis désolé, parce que moi je prononce ça Behringer. Je pense que toi tu dis Béringer. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui mixes du son, mais moi je vais quand même continuer à dire Behringer. Ça fait plus hype, hein, quand même, Behringer. Béringer, ça fait un peu marque de champagne, quoi. C'est pas faux. c'est pas faux. Tu travailles avec quoi ? Je travaille avec mon Behringer. Mon Behringer. Alors, en fait, tous ces petits modules, alors j'appelle ça des modules ou j'appelle ça des toys, ce sera d'ailleurs peut-être une des parties du titre de ce podcast. Imaginez en fait que, justement, on arrivait à une complexité et une finesse de Lightroom et de Capture One qui nous permet d'aller tellement loin dans des réglages et des choses tellement précises que venir remettre de l'organique et venir remettre du fun dans la manière de travailler, c'est quand même au final vachement important. La première fois que j'ai vu cet élément-là, ça remonte à 3-4 ans peut-être.
une vidéo présentation, un des premiers streams sur Twitch, de Adobe, qui expliquait qu'il y avait des gens qui avaient développé un logiciel sur la plateforme MIDI. Donc MIDI, c'est Music Interface Digital Instrument, avec un petit accent, si je ne dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises, et puis surtout, je ne me rappelais plus du tout. C'est en gros tout ce qui est support musique. Quand vous prenez un synthé, quand vous prenez un instrument digital, le langage qui est derrière, le codec qui est derrière, enfin codec c'est un bien gros mot, mais le langage qui est derrière, c'est du MIDI. Et donc il y a des personnes qui ont fait un setup MIDI pour pouvoir contrôler Lightroom. En gros, on pourrait, en jouant du piano, on pourrait contrôler Lightroom. Et aussi d'autres logiciels. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre des tables de mixage, comme les fameuses Behringer, qui vont nous permettre de venir travailler plus facilement. C'est-à-dire que autant j'apprécie Lightroom, parce que Lightroom, je crois que je travaille dessus depuis sa première version, si je dis pas de bêtises. Autant, contrairement à du Adobe InDesign, à du Adobe Illustrator, à du Adobe Photoshop, l'interface est un peu chiante. Elle n'est pas spécialement, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais elle n'est pas spécialement friendly au sens où si on est au niveau de l'exposition et qu'on veut venir travailler, par exemple, une correction manuelle, on est obligé de scroll down tout l'ascenseur pour arriver à ce qui nous intéresse. On ne peut pas s'amuser à modifier nos fenêtres. Donc là, imaginez que vous avez une petite tablette avec des potards, un petit peu comme une tablette de DJ, et quand vous bougez un bouton, hop, vous bougez l'exposition. Vous bougez un autre bouton, hop, vous bougez le contraste, la couleur, la saturation, la vibrance. Et donc, on a différents modèles. On va faire un petit tour rapide de ça. C'est un peu la transposition, en fait, que pourrait avoir un DJ dans la musique. C'est exactement ça. Exactement. Tu vois, c'est un peu de se dire, tiens, je touche tel bouton, je vais lui mettre plus de basse, plus de trucs comme ça. C'est exactement... Ce qui donne un côté très très joué. Je reparle encore des Solid Days, mais je pense que moi j'ai fait ma config et je t'ai parlé de la config du Behringer il y a 2 ans maintenant. Alors tu m'en as parlé, alors il faut expliquer comment... Mais tu le connaissais déjà, mais... Non, c'était même pas ça. Je sais pas si tu te rappelles. Je vois une photo sur ton compte Instagram où je vois une sorte de machine où tu mets un hashtag Lightroom. Et là, en fait, je commence à voir Behringer, je commence à taper Behringer, et là, je vois en fait que Behringer, il est utilisé pour du Lightroom et tout. Et c'est là où je te contacte et je te dis, c'est quoi ce truc-là et tout. Et c'est comme ça que tu commences à m'en parler. Mais avant, j'étais à 10 milieux. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai découvert ce truc-là sur ta photo, j'étais à 2 doigts de me payer un loopé deck. Donc, et à ce moment-là, je le vois sur ton compte Instagram. Je sais pas si tu te rappelles. Hein. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé et que j'ai fini par acheter un Behringer. Je l'ai acheté genre 4-5 jours après. Il y avait une promo, je l'ai acheté... Pour faire simple, pour revenir à cette explication-là, en fait, quand vous faites votre propre configuration, notamment sur le Behringer, puisqu'on va voir que le loopé deck, en fait, le loopé deck, lui, a une configuration qui est déjà précise, mais qui vient faire travailler la mémoire musculaire, et donc du coup, vous utilisez un loopé deck 3 heures après, vous savez, selon la position de votre main, vous savez exactement ce que vous êtes en train de bouger. L'avantage, en fait, c'est que vous mettez effectivement de l'organique et du feeling, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, et de faire son editing, et de faire son développement. Et surtout du gain de temps aussi. Hein. C'est un gros gain de temps. Un gros gain de temps. C'est fait pour avoir un gros gain de temps, puisqu'on ne regarde plus les curseurs, on sait exactement à quoi correspond telle ou telle touche, et on va pouvoir travailler. Actuellement, on va faire un petit tour du marché très rapide, parce qu'il y a eu de la nouveauté là-dedans. Actuellement, le marché se divise entre le Behringer, un modèle assez classique qui est là un petit peu depuis le début. Petite anecdote rigolote, il y a un site dans l'est de la France qui s'appelle Thomann. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas plus que l'est de la France. Je me demande même si c'est Thomann... plus en Allemagne. C'est plus en Allemagne, Thomann. C'est plus en Allemagne. Hein. On a donc un site qui vend du composant de musique qui s'appelle Thomann. Et sur ce site-là, je vous invite à aller faire un tour sur le Behringer X-Touch Mini, et en fait, c'est le seul article, je pense, sur tout le site
où quand vous regardez les commentaires, vous allez avoir 25 commentaires, vous allez avoir 23 commentaires qui vont vous dire « Oh, c'est génial, je l'utilise pour Lightroom, c'est énorme », et 2 mecs qui se sont paumés là, qui vont vous dire « Bah moi, je l'utilise pour Audition ou je l'utilise pour tel truc ». C'est vrai que ça gère plutôt pas mal le son. Donc, on a le Behringer, la gamme Behringer ou autre d'ailleurs, qui fonctionne avec un petit soft qui est gratuit qui s'appelle MIDI to LR, qui lui permet de contrôler uniquement Lightroom. On a le petit nouveau qui est une campagne Indiegogo qui se présente sous 3 kits qui s'appelle Special Waves. Alors, faut imaginer, quand vous aurez vu un Behringer, vous verrez la taille de la chose. Faut imaginer la même chose mais en modulaire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah voilà, moi j'ai une plaque, c'est comme une plaque électronique, et je peux venir rajouter des composants, des sliders, des knobs, donc ce sont des petits boutons qu'on peut tourner et qui tournent sans fin, ou des potentiomètres, peu importe. On a anciennement Palette. Et en fait, tout est venu de là. Palette qui étaient qui sont d'ailleurs des petits blocs électromagnétiques qui fonctionnent avec toute la gamme Adobe, entre autres, et aussi la gamme Capture One, qui maintenant est devenue Monogram. Et on a le plus gros concurrent qui est Loupedeck, qui existe actuellement sur le marché sous 2 formes commercialisables, mais dans réalité 3 formes. La première platine Loupedeck, qui avait un côté un petit peu trop joué. Ouais, alors il faut savoir que Loupedeck, en fait, à la base, c'est un projet Kickstarter. Un projet de financement participatif. Comme Palette. Voilà, voilà. Et du coup, l'idée des créateurs, c'était je pense que ça doit être des anciens photographes, forcément, ou des photographes, qui voulaient améliorer leur quotidien dans l'editing de vidéos et qui ont lancé ce truc-là. Et qui, au fil des années, je pense que les investisseurs ont suivi, je pense que derrière, on doit avoir des big sociétés comme Adobe derrière qui doivent financer ou des trucs comme ça, parce que quand tu vois la dernière version du Loupedeck, ça n'a rien à voir. Alors là, tu parles du Loupedeck CT, qui, alors pour faire simple, en fait, que ce soit, alors le Behringer, le Behringer / le logiciel MIDI to LR, donc MIDI to Lightroom, forcément, on ne s'occupe que de Lightroom. Special Waves Mine S, une campagne Indiegogo, lui ne va fonctionner aussi que sur Lightroom. Après, Palette, son évolution Monogram, d'ailleurs j'attends beaucoup de Monogram. Monogram qui pour l'instant est compatible avec Capture One uniquement sur Mac, c'est encore sous Kickstarter, Tant et je pense que moi. Honnêtement, alors, j'attends que ça sorte et que ce soit complètement compatible sur PC, parce que c'est juste une petite tuerie. En gros, c'est l'amélioration du système Palette, en ayant vu ce qui se faisait avec du MIDI to LR, en ayant vu ce qui se faisait, je pense, avec du Loupedeck. On a un énorme diagramme. Pour les personnes qui connaissent Capture One, dites-vous qu'il y a une sorte d'énorme potentiomètre, comme un buzzer, qu'on peut tourner, comme ce gros bouton qu'on tourne sur un coffre-fort avec les chiffres. On a ça à plat, avec des pressions à l'intérieur, et on peut gérer la roue des couleurs dans Capture One avec. Donc ça déjà, ça me laisse assez rêveur. J'attends beaucoup de monogrammes en 2020. Et on a le Loupedeck qui est effectivement une console à plat, et le Loupedeck CT. Sauf que le Loupedeck CT, lui, travaille avec tout, notamment une évolution plus vers de la vidéo, plus vers de la musique, donc Audition, After Effects, Premiere, mais n'est pas compatible Capture One. Je pense que c'est une question là-dessous, c'est une question... C'est pour ça que je te dis que derrière, je vois bien le truc gros, alors ça n'engage que moi, mais je pense que derrière, tu dois avoir des sociétés comme Adobe qui doivent financer cette société pour être exclusivement, pour l'instant, Parce que quand tu t'aperçois qu'ils sont pour Premiere, After Effects, Audition, Photoshop, Illustrator, et tu Lightroom, t'aperçois en fait qu'il n'y a que, entre guillemets, l'écosystème d'Adobe, tu te dis, faut pas prendre... faut pas nous prendre pour des moutons quand même. Hein. De deux choses, mon ami. La première chose, c'est que effectivement, quand tu regardes Phase One et Capture One, si je dis pas de bêtises, il y a une console DaVinci
qui permet de travailler avec. Oui, c'est le Target ou juste Target quelque chose. Ça commence Attention, si tu dis Tardis, c'est un gros truc bleu qui t'emmène dans l'espace, c'est pas la même chose. Non, hein. non, c'est Tangente. Tangente, voilà, exactement. C'est ça. Oh là là. Donc oui, effectivement, le tangente qui permet de travailler... qui permet de travailler uniquement sous DaVinci, qui permet de travailler sous Capture One. Après, quand tu parlais de l'écosystème, il faut voir que bon, tous les autres concurrents du système Adobe et qui ont de plus en plus la faveur des écoles d'art, des enseignants dans les écoles d'art, des studios, des choses comme ça. Oui, ok, tu as du Affinity, oui, tu as des super softs, mais du coup, derrière, je vais pas dire les vieux de la vieille, mais quand sur ton CV, tu mets que tu sais travailler avec Affinity Publisher, Affinity Designer ou Affinity Photo, quand tu rentres dans une boîte, on va te dire ok, la norme, c'est Photoshop, quoi. C'est bien que tu aies appris à travailler sur un logiciel où tu es contre la politique d'abonnement et t'as un achat unique, mais même si les softs sont très similaires et très proches, mine de rien, l'idée quand même, c'est que quand tu arrives en boîte, tu dois être opérationnel. Donc on reste sur du Adobe. Effectivement, et en plus, la loi se fait à partir des agences de com, les agences de graphisme et des tout. Donc forcément, ils ont tous du Adobe parce que c'est la norme. Aujourd'hui, c'est des jeux logiciels qui se mettent à jour tous les jours. Et donc du coup, forcément... ces sociétés vont privilégier un écosystème qui est fiable. Et puis quand tu payes un abonnement comme ça tous les mois, forcément derrière, il y a un service qui suit. Même si le service est très cher, derrière, Adobe te fait des mises à jour, mais tout le temps. Par exemple, moi qui ai Lightroom et Photoshop, tu as des mises à jour, mais quasiment, je sais pas, t'en as 2 par mois, quoi, voire un peu plus. Donc tu dis, ouais, tu payes, et puis t'as le service cloud, derrière t'as une communauté, tu peux te retrouver sur une communauté qui s'appelle Behance, qui appartient à Adobe. Qui a donné après Adobe Portfolio. Voilà, l'écosystème d'Adobe, il est juste gigantesque. Bon, ce qui fait peur aussi, c'est que du coup, tu deviens prisonnier de cet écosystème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui essayent de s'émanciper parce que il faut pas se le cacher, tu donnes quasiment... Alors, si tu fais que de la photo et un peu de retouche, ça va te coûter 12 € par mois. Mais quand tu te prends toute la suite, ça te coûte quasiment 70 € par mois, quoi. Donc, à la fin, tu te dis, je suis... Et en plus, ce qui est chiant, c'est le modèle... En fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est le modèle économique qui devient, on va dire, la base pour tout. Aujourd'hui, tu regardes... Tu prends un Netflix, tu prends, je sais pas, le moindre truc aujourd'hui, c'est un système par abonnement. Mais dès que tu l'arrêtes, ce n'est pas à toi. Oui, tu as Steam, tu as Steam, tu as tout un tas de trucs, mais Capture One aussi est sur un modèle, d'abonnement. Hein. Alors, pardon, Capture One, contrairement, alors oui, tu me fais les gros yeux, mais oui, tu as raison. Adobe est uniquement sur un modèle d'abonnement. On ne peut pas acheter de version unitaire et de version datée, de dire, moi j'achète, par exemple, je fonctionne avec ma version Adobe CC 2018. Non, on est déjà sur un Creative Cloud qui va se mettre à jour. Alors que Capture One, effectivement, est sur une notion d'abonnement, mais aussi sur une notion de licence, où j'achète ma version et je vais travailler avec jusqu'à ce que j'en ai marre, en fait. C'est ça. Ça te laisse quand même tu es quand même propriétaire de ton logiciel. Mais aujourd'hui, en 2020, puisque je peux dire qu'on est déjà en 2020, hein, même si on y est déjà là. On est le 20 décembre. Aujourd'hui, le modèle économique, c'est aujourd'hui ne pas avoir d'attache à quelque chose, en fait. J'utilise, je consomme, on est vraiment dans de la pure consommation. Aujourd'hui, j'ai un truc qui marche, il est fonctionnel et tout. D'ailleurs, tu regardes aujourd'hui, c'est la même chose quand tu vas prendre une voiture. Aujourd'hui, majoritairement, les gens n'achètent plus de voiture. Les gens te prennent une LOA, et puis quand ils ont fini avec la voiture, ils te rendent la voiture. Où il y a une option d'achat, ils l'achètent. Mais aujourd'hui, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, on loue des portables, on loue des appareils photo, on loue des télés. Donc aujourd'hui, je dis que aujourd'hui, ce système, aujourd'hui, il est pour moi normal. Mais c'est vrai que à la fin,
si tu te concentres un peu sur tout ce que tu dépenses, bah, ça te revient quand même Pas mal cher. billet. Mais mine de rien, et on va recentrer le débat, mais mine de rien, quand ils pensent, et je cherche pas à les défendre, hein, parce que c'est pas forcément le modèle économique qui m'intéresse, mais quand tu reprends les prix, alors on va jouer au vieux con, mais quand tu reprends les prix en francs, d'une version comme Adobe Photoshop, Où j'en ai payé déjà 3 ou 4 déjà. France, c'était, t'avais des versions qui étaient à 3000 euros. Ah pardon, à 3000 francs. Donc 70 balles par mois, 70 euros pardon, par mois pour avoir, on va pas tous les compter, mais pour avoir la Sainte Trinité, InDesign, donc Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Bridge, Flash, lol, Dreamweaver, relol, After Effects, Premiere, Audition, et tous les derniers qui sont sortis, les Spark, les choses comme ça, c'est pas au final si déconnant que ça. Ah non, en plus, ce qui est pas déconnant, c'est que en fait, il y avait déjà ce système, mais il était intégré vraiment dans le système des entreprises. En fait, tu pouvais financer en fait sur plusieurs mois de t'acheter le truc. C'est juste en fait une évolution aujourd'hui. Ils se sont aperçus que de mettre un modèle comme ça, aujourd'hui, ça leur faisait gagner plus d'argent, mais en même temps, c'était un gain de confort pour les utilisateurs d'avoir toute une suite, d'avoir le cloud aujourd'hui, maintenant avec la démocratisation du haut débit, de se dire, bah tiens, j'ai un logiciel qui est tout le temps mis à jour. Avant, quand tu achetais un CD, tu devais attendre la mise à jour, quoi. Et c'était soit une mise à jour en CD, ou une mise à jour via un patch ou un truc comme ça, et t'attendais longtemps, en fait, d'avoir une correction. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu tout ce qui se passe partout. Quand tu vois un jeu vidéo, maintenant, c'est beaucoup de freemium. Quand tu as acheté la licence, bah, tu as une mise à jour perpétuelle qui... T'as presque l'impression qu'en fait, on est passé du mode agile au mode en V, mais sur ta consommation, en fait. On n'est plus sur des patchs à se dire, bon, alors on va corriger, puis quand on aura tant de corrections, on va sortir un patch. Maintenant, on est vraiment sur de l'agile où... en même temps, on est en train de corriger, on est en train de sortir autre chose, et on est en train de corriger, on est en train de sortir autre chose, et ça continue comme ça. Revenons un petit peu à ces toys, à ces modules qu'on peut utiliser. Oui, on ressent le débat parce que c'est vrai qu'on s'écarte à chaque fois. Non, mais c'est bien aussi, c'est pas un souci. Toi, ton expérience sur ces trucs-là, comment tu les as ou pas intégrés à ton travail, et qu'est-ce que ça t'a amené ? Alors, il y a un truc, c'est que au début, j'étais super emballé, et effectivement, j'étais super emballé par ce type d'outils qui te fait gagner en confort et tout. Mais à contrario, tu t'aperçois en fait que ça devient, quand tu es dans une démarche, tu dois rendre du travail rapidement, ça devient une perte de temps. J'ai commencé par le Behringer, hein, et je me suis aperçu à la fin que je perdais trop de temps à calibrer. Alors, quand je veux un truc bien précis, particulier, où là j'ai une latitude de temps, j'utilise ce type d'outil. Par contre, quand je suis dans une démarche à sortir du contenu rapidement, ou pour un truc, en fait, j'ai pas le temps d'utiliser ce genre de truc. Parce qu'en fait, ça me fait pas gagner de temps. T'es là en train de régler, tu dis, ah ouais, là, comme ça. Et ben du coup, à la finale, en fait, ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose, en fait. Alors, tu vas gagner en qualité, mais à côté de ça, tu vas perdre en termes de timing et de compagnie. Et en fait, tu te retrouves tout le temps en retard à faire... Parce que tu as la sensation de pouvoir justement être trop précis et d'avoir trop de possibilités ou trop de flexibilité. Avec ce genre d'outils, tu es beaucoup plus précis. Tu es beaucoup plus... Il y a tout en plus. C'est-à-dire que tu fais tout en mieux. C'est-à-dire que tu règles à la perfection. Mais ça prend du temps. Parce que c'est un peu comme régler son violon. Tu veux un truc ultra précis, ben régler un violon, tu le règles pas comme ça. Ou soit tu le donnes tu payes pour qu'on te règle ton violon. Et c'est pareil pour tout. Tu veux qu'on te règle ton skateboard, des trucs comme ça. Ça prend du temps. Et quand tu veux un truc ultra millimétré, il faut accepter en fait de se dire bon ben je vais le sortir, mais tu peux pas régler. En fait c'est faux aujourd'hui de se dire
de se dire, bah tiens, ça va me faire gagner du temps, tiens, j'aurai que ça. En fait, c'est pas comme comment t'expliquer, c'est pas comme une console de DJ. Là, par contre, je mets vraiment une différence. Quand tu es en train de jouer, tu les vois pas, les DJ, à pousser le truc super précis. Tu vois, c'est une sorte de... Ils remontent, ils redescendent, ils remontent. Bah, soit tu le fais de cette manière, à la va-vite, mais finalement, ça te fait perdre du temps. En gros, quand tu vas poser ton Behringer ou ton loopé deck, tu le poses devant ta table, d'accord, devant ton ordinateur, t'es là, t'as envie de te mettre bien, t'as envie d'être dans un certain calme et tout, pour pouvoir régler tes trucs. Mais quand tu es, par exemple, t'as fait une photo et tu veux tout de suite la mettre sur Instagram ou, je sais pas, tu veux la donner à un copain ou tu veux la... T'as pas le temps de te mettre sur ton Behringer. Oui, parce qu'en plus, déjà très souvent, il faut que tu le branches. Il n'est pas forcément toujours collé au cul de ton ordi. Et voilà, et en fait, c'est là en fait que tu te dis, moi j'utilise ces outils quand j'ai du temps et quand je veux arriver à un projet final. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai une expo là, que je vais commencer à travailler dessus pour une salle de concert. Là, oui, j'utiliserai le Behringer ou j'utiliserai peut-être un loopé deck, peut-être si je décide de m'en acheter un. Parce que je vais vouloir... Attends monogramme. Ou peut-être monogramme. Définitivement. Voilà. Mais là, tu m'en avais pas parlé de monogramme, mais du coup, je vais aller voir ce que c'est, monogramme. Ah bah, je pense que c'est... tout ce qu'on pouvait éventuellement reprocher, alors, parce qu'on l'a pas trop développé, mais c'est pas spécialement grave, tout ce qu'on pouvait reprocher peut-être éventuellement au loopé deck, à savoir un côté un petit peu trop fragile, trop... donc monogramme comme palette, c'est un petit peu comme MineS de Special Waves, c'est des modules. Et tu as 3 kits, et tu peux dire, voilà, moi je vais prendre un kit avec 2 boutons et un sliders et le grand module roue qui me permet de tourner, et puis des petits knobs comme on a, ou alors je veux 8 knobs, ou alors je veux 9 knobs. Et le gros avantage, ce que j'attends énormément de monogrammes, c'est que effectivement tu peux venir travailler ton Lightroom, tu peux venir travailler toute ta suite Adobe avec. Bon, après, on est d'accord, dans du bridge, dans du InDesign, j'irai pas m'amuser à faire une justification de texte avec ça, faut pas non plus déconner. Hein. Mais pour la photographie, pour la vidéo, pour l'audio, je pense que ouais. Là, je vais regarder ça. Mais je te rejoins sur l'aspect qui est, à un moment, tu as trop de possibilités. Je pense que... Alors, c'est très arrogant pour moi de dire ça, c'est parce que je pense que je suis un petit peu plus avancé que toi dans cette utilisation-là, et que t'as pas forcément façonné l'outil à ta main comme tu voulais. Ah oui, et ça, c'est le problème du Behringer. Parce que le loopé deck ou le monogramme, qui sont beaucoup plus faciles à configurer, parce que, on peut le dire, MIDI to LR, c'est quand même un petit peu compliqué, il n'y avait pas des masses de tutos en français, et c'est... Tu passes, t'es content, c'est toi qui l'as fait, hein. C'est ton joujou, c'est ton bébé, mais ça s'applique vraiment à ta config. Sauf que c'est à ta config pour un soft. Et que tu ne peux pas, enfin tu peux le passer à quelqu'un d'autre, mais pour qu'une autre personne l'utilise avec ta config, il faut qu'elle rentre dans ton esprit, qu'elle s'assoie dans ton canapé et qu'elle se dise, ok, toi tu réfléchis comme ça, ton ordre de développement c'est ça, et tu travailles comme ça. Mais pour rebondir sur le fait, quand je te disais que ça prend trop de temps, ouais. Pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion ? J'ai commencé à enlever le Behringer et à rebosser donc avec ma souris et tout. Donc là sur Mac j'ai une Magic Touch. Et en fait dans Capture One, alors ça le fait pas malheureusement dans Lightroom, mais dans Capture One, le fait de travailler avec ta Magic Touch simplement avec un doigt et tout, en fait, tu gagnes. En fait j'ai gagné, non seulement j'ai gagné du temps, et en fait ça reste quand même ultra précis. Alors c'est pas ultra précis, mais c'est ultra précis, simplement avec ta touche. Et en fait, là je te parle de la Magic Touch, mais ça serait exactement sur PC, c'est-à-dire que t'as une avec les souris qui sont beaucoup plus développées en termes de sensibilité pour les gamers, là, tu le fais dans Capture One, en fait, t'as pas besoin, enfin pour moi, t'as pas besoin de... Alors si tu veux le travailler de manière très infime au niveau de la couleur et tout, mais simplement avec la souris et avec un raccourci, tu te places au niveau par exemple du curseur bouton, tu touches en fait la molette de ta souris et tu calcules, tu peux régler ta couleur comme bon le semble. Et c'est là en fait quand je suis arrivé à me dire tiens en fait j'arrive à le contrôler parfaitement, à peu près parfaitement avec Capture One avec ça. Alors avec Lightroom c'est un peu plus compliqué, donc tu es toujours dans ce truc là de slide et compagnie, mais là dans Capture One, dès que tu mets ta souris
sur le curseur ou sur, je sais pas, sur l'option couleur, l'option saturation et tout, simplement avec le curseur de la souris, bah, tu règles au millimètre, t'as juste à tourner un petit peu avec l'écran et ça marche super bien. Après, le gros avantage pour moi aussi de Capture One, c'est la gestion du double écran. Et c'est surtout le fait que tes outils, tu les déplaces à la volée comme tu veux, tu passes à la verticale, tu passes à l'horizontale pour tes vignettes. Tu peux vraiment te dire, ok, je vais travailler, enfin, mon espace de travail Capture One, il ressemble beaucoup à mon espace de travail Photoshop ou Illustrator ou InDesign. J'ai ma scène principale, j'ai 95% de mes outils sur ma deuxième fenêtre, je tourne les yeux et voilà, je me concentre sur le truc. Mais c'est vrai que le double écran, c'est parfait sur Capture One, mais j'ai quand même une toute petite préférence du double écran de Lightroom, parce que le double écran de Lightroom, il est vraiment en plein écran. À moins que je ne sais pas le faire sur Capture One, mais aujourd'hui, le double écran de Capture One, il faut en gros, pour avoir la grande photo, il faut que tu zoomes, quoi. Alors, je sais pas si je Non, tu peux modifier tes préférences pour avoir ta photo la plus grande. Oui, après, effectivement, dans tes préférences, tu dois dire tu me l'affiches plus à telle taille ou plus à telle taille. Mais il y a des outils comme la loupe pour la netteté, enfin c'est... Ouais, là, on rentre dans ce côté un peu... tu peux le personnaliser, mais... Alors que tu vois, dans Lightroom, en fait, tu appuies sur le deuxième écran, tu as un gros deuxième écran qui apparaît, bim, tu choisis un peu tes différents 5-6 modes, tu travailles ta photo sur Lightroom, tout de suite, tu le vois directement à l'écran à droite, quoi, tu vois. Oui, mais à ce moment-là, il vaut mieux un deuxième écran qui est même, à la limite, presque pas calibré, comme ça, tu vois comment la personne lambda, avec de très très grands guillemets et beaucoup d'affection pour nos amis lambda, c'est ça. alors qu'on déteste les noobs, on peut le dire, comment la personne va le voir sur son téléphone, ou autre. Donc, pour ce qui est de ces modules de Behringer, de choses comme ça, toi... Actuellement, pas forcément preneur. Si en 2020... Plus preneur. Si j'ai du temps, c'est sûr que j'utilise le Behringer. C'est le Behringer ou le Loopedec. Donc, ce qui t'amène forcément à Lightroom. Voilà, ouais. Lightroom, oui. Behringer. Mais si jamais je devais utiliser... Capture One, donc ça sera du Loopedec. Monogramme. Monogramme. Ah non, mais Monogramme, tu vas être fou. Monogramme. Tu vas voir, tu vas être fou. Forcément, du coup, ça serait un moment où j'ai... par exemple, je sais que je dois rendre ce projet dans 2-3 mois. Ah oui, c'est sûr que je vais utiliser ce type de truc. Je montrerai la vidéo une fois qu'on aura fini le podcast. Je pense que quand tu vas voir la vidéo de présentation de Monogramme, tu vas me dire attends, vas-y, Eratum, je corrige ce que j'ai dit. Je pense que tu peux travailler vite sur Monogramme, sur Capture One avec du Monogramme. Et là, je suis juste écoute, l'outil de gestion de couleurs, j'étais ah ouais, quand même. Ah merde. OK. Bon. Bah, c'est pas grave. Allez, on reprend. Alors là, j'ai passé un petit peu toutes mes questions qui étaient vraiment plus sur la technique. Là, j'ai vraiment plus envie de revenir sur toi et sur ta technique, ta pratique même, plus que nos guéguerres et nos échanges sur les logiciels. Alors c'est pas un secret, on en discute nous largement aussi. Tu es ambassadeur tu fais partie du programme d'ambassadeur pour une marque réputée d'appareils photo qu'on ne citera pas, Fuji. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste être ambassadeur pour une marque? Déjà, c'est de pouvoir utiliser leurs appareils et de pouvoir les tester, de pouvoir... ça permet à une marque comme Fuji de voir ce que tu fais avec leurs appareils. Bien sûr. Déjà d'entrée. Et de voir si ta pratique correspond un peu à leur vision photographique de leur matériel. En sachant que, là, pour pas nommer Fuji, ils ont une vision... qui correspond pas forcément à celle de Canon ou de Sony. Et, Fuji, aujourd'hui, c'est des appareils photo beaucoup moins chers que la concurrence, avec des capteurs qui sont quasiment les mêmes depuis quelques années. Mais aujourd'hui, ils ont deux segments dans la photographie. C'est l'APS-C et le moyen format. Alors,
Ça fera partie du prochain épisode, donc je vais rapidement passer dessus. En photographie, il y a ce qu'on appelle le plein format ou le full frame qui vient en ligne droite du 24-35 bien sûr, du 24-36 argentique qui est le format le plus classique, ce qu'on appelle full frame, on discutera de ça dans l'épisode 3, et des capteurs qui sont plus petits que 24-36, on va appeler ça de la PSC, on reviendra aussi, promis, dans le prochain épisode. Et notamment la vision de Fuji, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur leur gamme par exemple XT3, qui a un boîtier qui est juste phénoménal, qui a un APS-C et qui se rapproche très très près du full frame en fait, du 24-36, simplement en fait avec un capteur et leur science au niveau des objectifs. Et tu te dis ah d'accord. Ok, donc Fuji, ils font des petits boîtiers qui ressemblent, qui sont beaucoup plus petits qu'un appareil photo de chez Canon ou de chez Sony. Et quand tu vois la qualité des photos qui sortent, tu te dis d'accord. Et en fait, Fuji derrière avait une politique en fait dans la photographie qui était un peu plus, on va pas dire qui était pas pépère, mais qui était comment dire, comment les définir, parce qu'aujourd'hui Fuji, on se dit tiens c'est une marque de photo soit pour les bobos ou pour les personnes en fait qui commencent la photo, alors que c'est pas du tout ça. Aujourd'hui Fuji ils ont déjà, c'est eux qui ont inventé toutes les licences de films, Velvet, Fujicolor, ça leur appartient. C'est eux qui développaient en fait ce type de film. Et en fait, ils les ont intégrés dans leurs appareils. Et aujourd'hui, la volonté de Fuji, c'est ils veulent pas que tu te prennes la tête. Par exemple, du coup, ça revient en fait à ce qu'on disait. Ils veulent pas que tu te prennes la tête avec des logiciels de dérotiseur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses des photos et que ça sorte. Tu fasses ta photo, que tu le sortes en JPEG. Et leur JPEG est tellement développé qu'aujourd'hui, tu as une photo de telle qualité en JPEG que, en fait, tu peux faire tes pré-réglages dans le boîtier, en fait. Et c'est ça, en fait, la volonté de Fuji, c'est que tu fasses de la photo simplement, c'est-à-dire sans passer forcément par un logiciel comme Lightroom et tout. En fait, ça les intéresse pas. Parce que c'est de la photo grand public, et ils ont un positionnement grand public, en fait. Alors, oui et non. Ils ont aujourd'hui, quand tu regardes un peu notamment les entre guillemets les vrais ambassadeurs chez Fuji, moi je fais partie des ambassadeurs qui arrivent, on va dire, je suis dans le panier en dessous. Ils ont beaucoup de professionnels, et aujourd'hui en fait ce que veut Fuji, c'est que tu arrives à sortir des fichiers ultra qualitatifs. À partir de ton boîtier, sans passer par un logiciel de correction. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu peux déjà régler ton type de photo. C'est grâce, en fait, avec ces nouveaux appareils photo hybrides, où, en fait, tu peux déjà corriger, en fait, ce que tu vas avoir dans ta photo, en fait, concrètement. Tu sais que tu es sous-exposé, surexposé, en fait, tu peux déjà le régler dans ton boîtier. Alors, tu pouvais pas le faire sur un réflexe. Sur le réflexe, il fallait déjà prendre ta photo, te dire, ah bah tiens, je suis sous-exposé, il faut que je corrige. Avec les hybrides... T'as quand même ton... Alors, je comprends ce que tu veux dire. T'as une partie d'IA et de correction, mais quand tu vas faire ta photo, t'as quand même ton, j'allais dire ton flashmètre. T'as quand même ton indicateur de spotmètre à l'intérieur qui va te dire, bon bah attention, là tu vas vers du surexposé, là tu vas vers du sous-exposé. Enfin. Mais en fait, tu n'as pas le retour tout de suite. En fait, qu'avec un hybride, tu l'as automatiquement. Si tu es surexposé, tu vois déjà dans ton écran que tu es surexposé. Mais tu peux l'avoir ça sur ton appareil Canon. Tu le prends, tu appuies sur info, et puis à un moment, il va te montrer ton histogramme et il va te dire, ah, tiens, regarde ça. Ça te donne que ton histogramme. Oui. Mais sur ton hybride, ça te montre aussi l'image en temps réel en te disant, bah, tu es surexposé. On voit ta photo surexposée. Tu as ton histogramme qui te dit que tu es surexposé. Mais en plus, mais c'est un peu l'avantage en fait, des hybrides, c'est que tu montres ta photo en direct, en instantané, avant de la prendre, que tu es surexposé, tu vois, que tu as trop de lumière,
Tu dis, ah ouais, en fait... Ah, tu veux dire au niveau du... Excuse-moi, tu veux dire au niveau de l'œilleton, au niveau du viseur? Oui, au niveau du viseur, d'accord. mais que tu le mettes dans ton œil ou que tu le vois à l'écran. J'avais pas compris ça comme ça. non. J'ai cru que tu me parlais au niveau de la prise de vue. Mais non, mais une fois que t'as fait ta photo, t'as ta photo. Non. Avant Là, oui, avant la prise de vue, tu sais que t'es surexposé. Et même, des fois, tu pourrais dire, c'est moi qui dis des bêtises. Et là, tu regardes ton histogramme, tu dis, ah, effectivement, je suis surexposé. Alors, petite parenthèse avant de reprendre et de continuer. On abordera ça aussi, promis, dans l'épisode 3. Là, on parle d'un cas très particulier qui est ceux des appareils qu'on appelle mirrorless. Alors, je vous la fais en 2 secondes. En gros, dans un appareil photo à l'ancienne, comme avait papa, vous aviez un principe comme dans un périscope. Si vous n'êtes jamais posé la question, vous regardez, vous prenez un appareil classique et vous vous rendez compte que là où la lumière rentre au niveau de l'objectif, bah mine de rien, c'est pas là où vous mettez votre œil. Votre œil, il est au-dessus. Donc la lumière, elle touche un premier miroir, elle va toucher un deuxième miroir... elle va même toucher une partie qu'on appelle le pentaprisme, donc un prisme, qui renvoie au niveau de votre œil. En gros, grosso merdo, parce que j'ai envie d'être grossier, c'est le principe j'avais le mot il y a 10 secondes, c'est le principe du périscope. Voilà, pas l'appli, hein, le truc physique dans un sous-marin. Ok. Maintenant, on travaille avec des capteurs, des appareils photo, il n'y a pas de miroir, c'est-à-dire que ce que vous voyez apparaît directement dans votre petit verre de visée, qui a un écran LCD et qui vous permet de voir. Comment donc tu m'as dit ce que ça a apporté. Et aujourd'hui, en fait, pour finir sur Fuji, Ouais. Fuji aujourd'hui veut en fait que l'utilisateur professionnel ou amateur puisse faire des photos sans se préoccuper en fait de se dire tiens je vais retoucher ma photo un peu plus tard. Fuji veut que tu fasses des photos, que tu sois satisfait de tes photos et que tu passes moins de temps au final d'aller derrière un ordinateur. Aujourd'hui en fait c'est un peu ce type de boîtier est beaucoup favorisé maintenant par les journalistes. Ouais, les journalistes qui vont sur des terrains, qui vont faire de l'info. Aujourd'hui, de faire une photo en direct d'un événement, aujourd'hui avec un appareil Fuji, c'est très facile. Tu as un super rendu, tu mets ton pré-réglage et tu shootes et tu obtiens ton et image. Voilà, et puis tu as ton... Après, bon, si tu veux faire une correction particulière et tout, oui, mais aujourd'hui, avec le nombre de... Alors, ce ne sont pas des presets. Ce sont vraiment des filtres qui leur sont propres, hein. Des filtres à l'instar du négatif, hein, du Fujicolor, du Velvet, des trucs, des licences qui leur appartiennent. Ben aujourd'hui, tu peux avoir un rendu, même si tu as une vraie vision photographique, tu as forcément un rendu chez Fuji qui va te correspondre. Et c'est ça qui est juste incroyable avec leur boîtier. Après, pour les gars comme moi, forcément ça va pas me suffire parce que j'ai une certaine vision un peu plus je vais pas dire plus précise mais si, plus précise, plus poussée parce que mais parce que j'ai une vision un peu plus on a chacun un moment je sais pas moi moi j'ai une vision très cinématographique de la photo, donc forcément je vais rendre mes photos beaucoup plus cinématographiques. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le parc lambda en fait, des photos qui sont postées sur Instagram et tout, voilà, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer par Lightroom et compagnie. Si tu as un boîtier comme Fuji, aujourd'hui, même Sony commence à faire des boîtiers aussi. Bonjour, James. des appareils photo qui sont juste fous. Une petite pensée pour l'ami James Kao qui a fumé son... Je sais pas si tu as vu la vidéo. Ah, j'ai cru entendre, j'ai cru voir passer dans une souris qu'il avait a priori cassé son Alpha 7 III. Ouais, son Alpha 7 III a pas beaucoup aimé il y a le premier rideau en fait. Donc le premier rideau, c'est un principe de paupière, comme votre œil. Votre capteur d'appareil photo, en fait, dites-vous que devant, il y a ce qu'on appelle le premier et le deuxième rideau qui correspond à votre paupière. C'est ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. C'est ce qui fait le schclac, et qui permet notamment de, à un moment, laisser passer la lumière. Et il nous a montré une petite vidéo il y a quelques temps où... en fait, il y a une partie du rideau qui est cassée, en fait, qui s'est déchirée. Et donc, il s'est déchiré à cause de quoi, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Juste vu passer, j'ai pas eu de... Il arrête de faire des photos. Faut qu'il arrête de faire des photos. Et pourtant, il fait beaucoup de vidéos, il fait moins de photos, donc... Mais écoute... Alors, c'est peut-être la vidéo qui... donc, du coup, l'appareil photo était très jaloux qu'il fasse trop de vidéos. Il voulait que tu fasses des photos. Peut-être. Pour revenir vraiment plus sur la photo, comment
tu vois évoluer la photo dans les 5 prochaines années? Aujourd'hui, alors c'est un truc qui me plaît pas du tout, mais bon, un truc c'est aujourd'hui que l'intelligence artificielle va prendre le pas sur aujourd'hui la vraie pratique de la photo. Aujourd'hui, en fait, tu vas avoir un tas de systèmes d'aide qui vont te permettre de prendre des photos. D'ailleurs, ça tire malheureusement le métier de photographe aujourd'hui vers le bas, puisqu'aujourd'hui, tous nos futurs appareils, déjà Sony a commencé déjà à mettre un pavé dans la mare avec des systèmes de tracking et compagnie, des aides à la mise au point, des trucs comme ça. Bon, le truc, tu vas me dire, c'est très lambda, mais aujourd'hui, si on fait de l'aide à mise au point, t'as Canon qui le fait aussi, hein, le Dual Pixel aujourd'hui, qui arrive à faire des... Pour moi, aujourd'hui, qui a le système de netteté en photo qui est le plus évolué, tu t'aperçois que l'intelligence artificielle, en fait, finalement, va faire des photos à ta place. Ouais, c'est une personne qui, j'espère, viendra dans le podcast plus tard, qui, elle, est plutôt de la partie curatrice photo, éditrice photo. Ouais. Il y a une question en moi qui sera, bon, bah, du coup, c'est cool, enfin, on a besoin de toi pour choisir des photos, mais dans 10 ans, ça se passe comment? En fait, en gros, tu feras une série de clichés, puis tu diras, bah tiens, celle-là, elle est bonne. Ouais, bien sûr. Mais tu auras moins ces trucs. Alors, tu auras toujours des photographes, alors je vais pas dire comme moi, parce que tu as d'autres photographes... pour le coup, on va pas dire à l'ancienne. Est-ce que tu préfères je te propose le terme traditionnel? Traditionnel et qui ont une certaine... qui travaillent en fait avec... Pour ne pas dire classique. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe aujourd'hui, malheureusement en fait, mais c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est la faute aujourd'hui de l'évolution aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, le téléphone portable, le smartphone a complètement changé le game. Et donc forcément, la transposition du smartphone forcément sur les appareils photo, forcément, elle se fait naturellement. Aujourd'hui, tu vois, regarde, tu as Samsung qui sort un Samsung et Xiaomi qui sortent un capteur genre à 108 millions de pixels. J'ai vu ça. 100 millions de pixels. Alors effectivement, 100 millions de pixels, aujourd'hui, c'est totalement ridicule pour une photo sur un portable. Aujourd'hui, tu ne pourras pas l'utiliser, à part zoomer dans ta photo et la mettre sur Instagram. Ça servira strictement à rien. Mais... ça te prouve quand même que la course au pixel aujourd'hui fait vendre. Et aujourd'hui, pour avoir la photo la plus nette possible aujourd'hui, ça passe aujourd'hui par cette intelligence artificielle qui va te prendre la photo, mais juste tip-top. Elle va calculer le taux de contraste et tout, en te disant, bah celle-là, la photo, elle est parfaite, ok. Mais c'est la nature même de la photo. La photo est un médium il y a toujours eu cette course, cette compétition à ce qu'on appelle les gears, au matériel, des premiers daguerreotypes jusqu'à la suite. Enfin, la photographie, je vais pas dire être un sport de combat, mais la photographie est un... Alors, j'ouvre de très grands guillemets, est un loisir de personnes aisées. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire autour de moi, bon, bah, apprenez à vos enfants à faire de la photo, ils n'auront pas de l'argent pour de la drogue. Mais ça coûte de l'argent. Il y a toujours eu... alors, je me perds dans mon explication, mais il y a toujours eu, dans la nature même de la photographie, cette course à l'échalote de... techniquement, il faut qu'on aille plus loin. Et à côté de ça, ça empêche pas les personnes de bosser et d'avancer. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, entre guillemets, aujourd'hui... les gens qui vont faire de la photo n'auront plus de problème de netteté, en fait, d'éléments qui, nous, au début, ceux qui ont commencé la photo avec des appareils photo type réflexe, se diront, tiens, mince, j'ai un front de focus, tu vois, les petits désagréments qu'on a eu sur les réflexes, aujourd'hui, tu ne les as plus sur les hybrides. Mais souviens-toi de cette pub iPhone il y a 4 ou 5 ans qui disait j'ai essayé de prendre Pardon. Bonsoir, c'est Gozer. Le dernier iPhone. Un iPhone qui vous fait des photos de portrait avec un magnifique flou à l'arrière. Ah oui, en fait, t'es juste en train de baisser ta quantité de lumière, non ? C'est pas ça ? Ah, si, pardon. On sait que d'ici, on est en 2020, on peut déjà dire qu'on est en 2020. Dans 30 ans, il n'y aura plus de voitures à boîte de vitesse manuelle. Tout sera automatique. Donc, il y a une évolution. Après, ça n'empêchera pas des vieux passionnés de dire oui, mais bon, moi, j'ai connu le diesel. Moi, j'aime la boîte automatique. Mais t'as des personnes qui te diront
On a eu le même débat, enfin je veux dire 2004 quand Même moi, je suis passé sur une automatique. Alors, 2004 je pense qu'on a commencé la photo à peu près au même moment, toi et moi. Moi j'avais des profs qui me soutenaient, d'ailleurs je les salue, hein, poliment. J'avais des profs qui me disaient non mais la photo argentique sera toujours supérieure à la photo numérique. Jamais la photo numérique ne sera capable d'égaler la définition d'un appareil argentique. Tu regardes, oui, bon actuellement on fait des mamillas, des dos carrés, des choses qui soient à 100 millions de pixels. Ok, bon, il est où l'argentique ? Mais l'argentique existe toujours et il y aura toujours cette continuité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour à l'argentique parce qu'aujourd'hui, il y a un côté très hype, très bobo, très se dire tiens, j'ai fait une photo à l'argentique. Effectivement, aujourd'hui, les photos à l'argentique, t'as un rendu. Voilà, il y a que les passionnés qui verront ce type de rendu. Aujourd'hui, le consommateur lambda va regarder une photo, elle va pas savoir si tu l'as fait en argentique ou pas. Elle va dire, tu l'as pris. D'ailleurs, c'est marrant. À chaque fois, on se pose toujours ce débat. Tu verras quand tu vas prendre une photo. À chaque fois, ça a été toujours tu les vois comme assez satiriques. Quand les gens te disent, quand on te voit faire des photos, ils te disent, ah, t'as un bel appareil. Mais tu vois, en fait, c'est parce que c'est la course, c'est la course à la technologie, en fait, qui fait ça. Parce qu'on te dit, bah tiens, l'appareil photo, il a tant de millions de pixels, il fait ça, il a tel rendu et tout. Donc, dans les yeux, en fait, dans la tête d'un consommateur lambda qui doit te faire des photos, en fait, elle se dit, en fait, que c'est l'appareil qui fait tout. Et finalement, on y arrive. On y arrive. Et ce qui fait peur, c'est que, tu vois, les smartphones ont cannibalisé. J'arrive toujours pas à le dire. Hein, cannibalisé. Tout à l'heure, c'était canalisé. T'as un problème avec les débuts de... Les smartphones ont cannibalisé le marché. D'ailleurs, le marché des compacts, il a quasiment disparu. Il n'y a que des compacts experts. Le RX100 de chez Sony, le GX Mark ou je sais pas quoi de chez Canon. Mais on a tous maintenant un appareil, c'est aussi l'existence de ce podcast. On a tous un appareil photo dans notre poche. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est la rapidité. C'est-à-dire, tu prends une photo avec ton smartphone, tu l'envoies, tu le mets sur Instagram. Tu la développes, tu l'envoies, point. Tu mets un filtre, point. Voilà. Personne va se dire, tiens, je vais aller la développer dans un truc. Regarde, aujourd'hui, tous les développeurs, aujourd'hui, comme à l'époque, qui s'appelait Photo Station ou des trucs comme ça, ils ont tous disparu. Tu as des bornes aujourd'hui. Donc, tu t'aperçois, en fait, que la technologie a eu raison de ces métiers, de ces marchés qui ont existé. Avant, le papy ou la personne qui avait entre 40 et 50 ans, aujourd'hui, elle est acheter un petit compact pour partir en vacances. Maintenant, il a son smartphone. D'ailleurs, tu regardes, maintenant, il y a un événement. Tout le monde prend son smartphone pour filmer et prendre une photo de l'événement. Tu vois ? C'est devenu... Mais attends, c'est inscrit dans les mœurs. Et aujourd'hui, avec quand tu vois Apple et Samsung qui te font des pubs, effectivement, c'est juste bluffant quand tu vois tu vois l'iPhone 11 Pro qui te fait des photos. Aujourd'hui, tu te dis ah ouais, quand même. Tu finis par te dire ah oui, quand même. Oui, mais il faut aussi prendre le temps de... Alors, je sais que toi, tu le fais, mais je le dis de manière plus générale, il faut aussi prendre le temps de regarder ce qu'on nous met sous les yeux. Quand tu te déplaces dans le métro et que tu vois on va dire une personne, un homme moyen maintenant, fait actuellement à peu près, fait quand même assez grand, une femme moyenne aussi, tu vois des grands encarts qui font, on va dire 2,20 m de haut par 2,20 m de haut par facilement 1,70 m de large, photo réalisée à l'iPhone, avec marqué en grand, et puis tu as une petite astérix, et qu'après on te dit que la photo a été... adapté pour l'impression ou Ah oui, non mais ça je suis totalement d'accord. Le débat restera toujours que tu as une personne qui te dit oh non mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, mon petit neveu ou mon petit cousin va faire les photos, et puis tu te pointes chez ton imprimeur avec une photo en 72 dpi avec une définition toute pourrie, et la personne va te dire non, ça va pas. J'ai déjà eu le cas en plus. Je crois que ça va pas être possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu prends les réglages poussés de nos derniers smartphones, tu mets une photo RAW et compagnie avec tous les réglages et tout, bon, tu t'y rapproches rapidement et tu te dis ah oui quand même. Après, t'auras pas toute la latitude d'un capteur, d'un compact expert pro, mais tu vois en fait que aujourd'hui,
aujourd'hui, quand tu vois celui qui remporte le marché des capteurs photo, c'est Google, tu te dis qu'en fait, leur intelligence artificielle, il est très, très, très ultra développé. Parce que quand tu vois les capteurs, tu vois les photos d'un Google Pixel 4, un Google Pixel 3, tu te dis, ah ouais, là... En fait, toi qui es photographe, t'en es dégoûté. T'es dégoûté parce que tu te dis, ok, donc finalement, c'est un logiciel qui a décidé de corriger toutes les différentes en disant, bah tiens, voilà, ça, il faut le prendre comme ça je vais le corriger en termes logiciels et tout. Alors que toi, avant, tu devais te... Enfin, Ouais, mais c'est l'imperfection qui fait la beauté de la chose, en fait. Je suis d'accord avec toi. Nous, photographes, enfin, tous les photographes qui vont écouter ce podcast te diront la même chose. Mais aujourd'hui, le curseur pour dire qu'on a raison, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est Instagram aujourd'hui. Hein. Les gens vont sur Instagram et ils vont pas te dire... Oui, mais regarde, Instagram est même en train de lancer cette politique où je pense qu'on va voir ça arriver sur 2020, où ils vont supprimer le nombre de likes. Ça y est, ça a commencé. Moi, je les ai plus, moi, déjà. Ils vont supprimer, parce que je pense que tu as plus... Oui, mais en fait, je vais te dire, c'est une grosse hypocrisie ce que fait Instagram. Parce que je vais te montrer. Tiens, je te le montre là en direct. Viens voir. Enfin, non, je te le montre là comme ça, parce que tu es au micro. Donc, ils ont supprimé le nombre de likes pour moi, d'accord ? Donc là, sur truc, là, on n'a plus le nombre de likes. Mhm. Donc, ça te dit, là, par exemple, là, tu veux aller voir un compte truc, ça te dit telle personne et d'autres personnes. Sauf que, si tu regardes bien un compte qui est ultra développé, on va aller voir, je sais pas moi, comment dire, on va aller voir, donne-moi quelqu'un de connu. Ouh là là. Gorillaz. Gorillaz. Donc c'est le groupe de rock. Ouais. Ouais. Damon Albarn. Voilà. On va prendre une des photos. Damon, épouse-moi. Et là, c'est marqué Baipy et des milliers d'autres. Ouais. Donc ça te donne quand même une indication par rapport à ton... Oui, entre c'est un petit peu Renault. Voilà, en gros... À moi seul, je suis une bande de jeunes, quoi. Et ouais, non, mais enfin, nous, on est 250 en face. Tu vas faire quoi ? Bah, je sais pas, je vais te faire une chanson. Des millions, et ils sont combien, Gorillaz, sur leur truc ? Ils sont 1,9 million. Et tu vas prendre, je sais pas, moi, une personne lambda, tu vas prendre un influenceur. Tiens, on va prendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on connaît comme influenceur ? On va dire, je sais pas, moi... là, tout de suite, un influenceur qui nous vient. Tiens, on va prendre, comme il s'appelle, les youtubeurs, là. On a un youtubeur qu'on connaît... Mister MV. Mister MV. Alors, Mister MV... Il y a très très peu de chances. 3,8 millions. Il y a très peu de chances que Xavier Drang écoute ce podcast, mais merci pour ce que tu fais. Parce que pareil, des barres. Des millions, des milliers... En fait, t'as quand même une indication pour dire quand même que ton poste, il est super... super populaire. Il est super populaire, ou des milliers d'autres, ou des centaines d'autres. Donc en fait, maintenant, ça te donne plus un chiffre précis, ça te donne une moyenne. Mais c'est un faux débat. En gros, il faudrait qu'il n'y ait pas de like, on te dit, bah, juste, t'as on a aimé votre photo, point. La phrase pour la même phrase pour et tout là, le monde. d'accord, là, je suis d'accord avec la politique, on a supprimé les likes. Mais là, si tu dis, il y a des milliers d'autres, c'est que quelque part, tu donnes quand même une petite indication. Elle est plus précise, mais elle est dans une moyenne. Donc tu te dis potentiellement, ah ben il a des milliers, parce que ça se trouve t'es au début des milliers, qu'à la fin... T'es à 1001. Ouais, t'es à 1001, alors que l'autre il en a 8000. Et d'ailleurs, mais est-ce qu'à un moment, si tu as 1500, on va dire des milliers, ou est-ce qu'on attend ce que tu sois 5000 pour dire des milliers ? On dirait toujours que t'as des milliers. Donc en fait c'est un faux débat, donc ça te met dans un groupe maintenant. Ça te met dans un groupe. Allez, on va essayer de clôturer ce podcast parce que là, je pense qu'on est facilement... Oh là, ouais, je pense que là, on est facilement à 1h30, presque 2 heures de podcast. Mais comme c'est intéressant, c'est pas un souci. C'est un podcast de fin d'année. C'est un podcast de fin d'année. Ouais, alors le podcast de janvier que je vais me faire tout seul sur le cours photo, si tu veux, je pense que il va être sympa aussi. Allez, on essaie de se faire que des réponses courtes. Alors, donc je t'ai demandé comment tu voyais la photo d'ici 5 ans. Toi, comment tu imagines ta pratique photo dans les 5 années qui viennent ? Est-ce qu'il y a des milestones ? Donc, est-ce qu'il y a des... Pas d'anglicisme, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des objectifs ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire ? Tu parlais de l'argentique, tu as envie de te mettre à l'argentique, quoi ? Non, l'argentique, je m'y mettrai pas. Je le sais, à un moment, il faut pas se cacher et tout. L'argentique, il faut du temps et tout. Par contre, je vais travailler dans cette dynamique
toujours de ma vision de la photo, très proche de la cinématographie. Donc je vais rester dans ce créneau qui me correspond le plus, et la photo, mode et compagnie. Toujours avec cette petite approche et tout. Je pense pas évoluer, peut-être améliorer certaines techniques, parce que en fait, ce qui est bien avec la photo, c'est que ça s'améliore. Mais aussi, il y a un truc, malheureusement, on est confronté, c'est de s'améliorer avec ces nouveaux capteurs qui arrivent, parce que en fait, le truc, c'est que plus c'est défini, plus tu dois avoir une autre approche, en fait, avec la photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma pratique de la photo va forcément s'intensifier. Là, par exemple, quand je prends du GFX 50S, qui est un capteur quand même ultra défini à 50 millions de pixels, bon, bah, tu dois faire quand même attention avec ce que tu photographies, parce que derrière, quand tu sors le fichier, tu dois le développer, hein. Bah, derrière, il faut quand même que tu aies un minimum d'une bécane qui suive un peu la route. 3 disques de 2 Tera en SSD. Ben, tu te rappelles l'anecdote, la première fois que j'ai eu ce GFX 50S, je pars avec un vieux MacBook blanc de 2009 et tout, je pars les cheveux au vent. Il a fini par caler une table, il était en PLS. Je suis parti les cheveux au vent et tout, j'ai commencé à vouloir traiter mes photos dans mon Lightroom sur mon MacBook 2009. Ben, pour traiter une photo, j'ai mis 30 minutes, 30 à 45 minutes, et là tu te dis, ah. Donc j'ai vite passé mon GFX 50S en mode JPEG ultra compressé, et voilà, je m'en suis à peu près sorti. Donc en fait, il va falloir s'adapter en fait à ces nouveaux capteurs qui sont ultra définis. Bah, là, tu vois, Fuji a sorti un capteur à 100 millions de pixels, un GFX 100 millions de pixels. Clairement, récemment, je parlais avec mon interlocutrice chez Fuji, je lui disais, concrètement, le GFX 100, il m'intéresse pas du tout, et je l'emprunterai pas pour faire des photos, parce que aujourd'hui, je le ferais pour avoir un truc ultra défini, mais pour un truc bien spécifique. Mais aujourd'hui, 100 millions de pixels, juste pour dire, bah, j'ai un super appareil qui fait 100 millions de pixels, ça n'a aucun intérêt. C'est comme prendre un Phase One, et le Phase One, bah, si tu fais pas des photos de bijoux ou des photos de maquillage pour une marque, une superbe marque, ça n'a aucun intérêt. À part passer plus de temps en retouche, parce que du coup, tu vois tout de suite les imperfections. Je vais prendre et citer l'avis de l'invité précédent, Florent, qui lui travaille avec un 5 DSR, si je dis pas de bêtises, et qui sur de la photo météorologique. Oui, par contre, lui expliquait qu'à un moment tu peux zoomer, quoi. Ça, alors, t'as une limitation optique par rapport à ton objectif, tu shootes, tu te fais bon, allez, on rentre dedans, zoom, 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 et tu vois, mais disons qu'elle est belle ta photo. Pour le coup, oui, pour Florent, c'est Florian, Florent, que je regarde de temps en temps son travail, lui, clairement, effectivement, plus il a un capteur défini, plus lui, ça lui correspond tout à fait, parce que ça touche en fait on va dire, aux éléments. Il peut aller chercher. Il peut aller chercher, et en plus, le truc, c'est il peut dramatiser rapidement les orages, les nuages et tout. Donc ça, c'est génial pour lui, avoir un capteur défini. Mais quelqu'un qui fait de la photo de portrait et tout, j'ai discuté avec un photographe de mode là, qui travaille beaucoup pour Vogue et trucs, qui s'appelle Joseph Delgado ou un truc comme ça. J'ai discuté avec lui sur Instagram, qui lui shoot avec un DX Mark II. Il te dira qu'il ne veut pas passer à autre chose. Il te dit 24 millions de pixels, ça me suffit largement. Il fait parce que aujourd'hui déjà, les tirages aujourd'hui, comment il faisait à l'époque quand il sortait des magazines avec des portraits et tout. Il travaillait avec des 5D ou des trucs comme ça. Et c'est pas pour autant que la photo était ultra dégueulasse. Elle était bien définie et tout. Juste aujourd'hui, c'est juste un élément. Il y a un élément marketing du nombre de pixels aujourd'hui qui te dit. C'est un peu comme avoir une voiture ultra puissante et rouler sur le périph'. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, tu as une voiture qui est bien agencée, avec un bon moteur et tout, qui te permettent d'accélérer. C'est largement suffisant, mais c'est un peu pareil dans la photo, je trouve. À part aujourd'hui, si tu fais de la photo pour une marque comme Dior, qui a un cahier des charges ultra précis, où ils veulent voir le rayon ou le dégradé du rouge à lèvres. On veut du flair, appelez-nous Gigi Abrams. Tu vois, pour ce type de marque, quand tu es client pour eux, ou pour faire de l'architecture, tu es obligé d'avoir des capteurs très très définis. Pour les photos d'architecture ou de mode d'architecture,
Ouais, là tu es obligé d'avoir des capteurs. C'est pour ça que tu as des marques comme ça, comme Phase One, qui ont des appareils. Là, on est dans, entre guillemets, dans la Rolls-Royce des appareils photographiques, où tu te dis, oui, d'accord, j'ai besoin de ça, mais derrière ça, ce qu'on oublie, c'est tout ton matériel que tu dois avoir derrière. Tu te pointes pas avec un petit ordinateur ou avec ton MacBook Pro de J'ai 2015. mis un 1855 F4 dessus. Bah oui, bien sûr. Ton appareil 2015, là, où il t'a même pas, 8 gigas de mémoire, il y a des stations de travail derrière qui travaillent. Non, bien sûr. Donc, Alors, dans ta pratique, il y a beaucoup sur ton Instagram, et c'est quelque chose que j'aime énormément dans ta pratique. La photographie de portrait, qu'est-ce qui t'intéresse dedans? Qu'est-ce que tu recherches au travers de la photographie de portrait? c'est... Une réponse en 400 signes. Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai dit une réponse en 400 signes. Tu vois, c'est comme les comptes Twitter. Oui, j'aime bien. Non, ce que j'aime bien, c'est les expressions, avoir des gueules et tout. Là, justement, là, à partir de 2020, là, je vais commencer à shooter. Là, je vais monter un peu en niveau, en gamme, aussi au niveau des portraits. Parce que là, je prenais des gens que je connaissais et tout. Et en fait, je recherchais en fait des gens que j'aimais bien. Mais là, je vais passer avec des gens qui sont entre le pro et l'amateur, avec des gueules bien spécifiques, où je vais donner encore plus de dimension à mes photos, où je vais donner encore ce côté un peu plus cinématographique que je veux. Donc rendez-vous en 2020, hein, on va voir si je vais réussir ce pari. Mais c'est la volonté d'échanger avec quelqu'un et d'arriver à ce que tu as envie de faire en fait. Tu as envie de ce type de gueule, bah tu dis bah tiens, c'est ça que je veux. Pareil dans la mode, tu veux ce type de posture et compagnie. Aujourd'hui, je pense que la photo aujourd'hui, c'est vrai que la photo aujourd'hui, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors n'importe quoi, c'est pas péjoratif, c'est qu'aujourd'hui, tu as de tout et tu fais de tout. Et aujourd'hui, tu as aussi un phénomène de mimétisme aujourd'hui. Tu es capable de voir aujourd'hui une tendance photographique. Aujourd'hui, tu te dis, bah tiens, ça, j'ai déjà vu ça quelque part et tout. Et aujourd'hui, d'essayer de se démarquer, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais forcément, une vision photographique, elle vient. On a Gosse qui a failli s'étouffer avec des Smarties. Attends, j'aurais dû filmer ça. Ah, le traître. Et là, du coup, en plus, il prend un Il coca. s'étouffe avec du Smarties. Et en plus, pour se sauver, il prend un verre de coca, qui s'est un peu réchauffé. Et du coup, j'ai l'impression de voir un vieux film, un vieux fait divers. Ivre, il rentre chez ses voisins et se fait des lardons et une omelette. ah d'accord, on est dans faites entrer l'accusé. Ah, on est plutôt dans le fait divers breton ou de l'ouest de la France, mais je voudrais pas me faire des ennemis, donc... Non, aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire des trucs... Mais il y a de quoi, parce que quand tu vas sur Paris Photo, et tu te dis, ouais, ben en fait, c'est ça qui me correspond. En fait, t'as la photographie de masse, où tout le monde fait la même chose, des paysages, des trucs, avec des traits, avec des presets, tout le monde a les mêmes presets et compagnie. Et toi, en fait, où tu as une recherche où tu vas chercher, tu vas faire tu te dis, tiens, j'ai envie de faire plus ça. Alors au début, t'es pas compris, parce que les gens ils disent, parce que tu corresponds pas au standard. En fait, tu fais un truc que ne font pas tout le monde. Mais c'est au fur et à mesure de les poster, de les montrer et tout, que tu commences à te faire un public. Mais t'es jamais allé à Arles aux rencontres ou et non, en fait, je connaissais une personne qui devait m'emmener plusieurs fois et ça s'est jamais fait parce que à chaque fois je me levais en retard, je me levais super tard et le temps d'y aller à l'époque je crois que c'était d'aller à Bayonne, de Bayonne à oui c'était Bayonne, oui. De Bayonne à Arles. Ouais, de Bayonne à Arles, ouais, oui c'est Bayonne, oui je crois que c'est Bayonne. Bah en fait j'y allais jamais et pourtant les rencontres d'art on m'a toujours dit est-ce que c'est alors c'est presque une private joke, mais est-ce que c'est la fameuse légende du Dayan qui arrive à la fin du street club en mode bah alors les mecs vous êtes tous claqués ou, C'est exactement ça, c'est un peu comme ça, c'est exactement ça, c'est moi, c'est en fait si les rencontres d'art pouvaient durer jusqu'à 1h du matin, bah ouais là j'aurais une chance d'y aller. Bah écoute, on s'organisera. Mais par contre tu vois je me suis fait Paris Photo là. Ouais. Et j'ai pris une claque.
Parce que c'est ça qui me correspond. On essaiera de se faire visa pour l'image, qui est aussi. Il y a plein de trucs là qui arrivent. Il y a plein de jeunes photographes qui sont en train d'arriver, plein de jeunes réalisateurs, parce qu'en fait, du coup, forcément, ma transposition photographique dans mon truc, et du coup, je veux arriver aussi sur la vidéo. Mais ça, je me laisse un peu de temps là. Je suis en train de préparer bien ce tournant. C'est pas un tournant, mais ça sera en plus. Forcément, si j'ai cette vision, forcément, j'ai envie de la transcrire aussi en termes de vidéo. Mais c'est un autre game parce que pareil, la vidéo c'est plus de trucs, plus de matériel et tout. Et comme on le sait, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui t'as envie que ça aille vite en fait. T'as envie que ça aille vite. Et là quand tu prends du temps, il te faut du temps. Et en fait c'est que des gros projets en fait qui te permettent de faire ce que tu as envie de faire. Mais là quand tu dois fournir du contenu rapidement, c'est pas possible. Soit tu as une équipe derrière, une vraie équipe, voilà, t'es plusieurs personnes, et ça va vite. Quand tu travailles en freelance, ou tu es tout seul, ou tu as un truc comme ça, tu peux pas te démultiplier. Oui, mais c'est c'est même pas une question d'environnement. Enfin, alors là, je vais juste évoquer cette notion avant de le resignaler plus tard. Non, c'est juste que c'est le modèle économique, autour de la photographie, c'est... Tu recherches du boulot en tant que photographe, on te demande presque d'avoir 20 ans de connaissances derrière toi, d'être chef op et d'accepter de travailler en tant que stage. Enfin, il y a une dichotomie entre le fait qu'on est dans une société où tout le monde veut de l'image, on mange de l'image est partout autour de nous. C'est entre guillemets d'ailleurs ce qui fait que toi et moi, là derrière, on est soit derrière un appareil, soit derrière un micro pour en parler. C'est ça. Mais tout le monde veut de l'image, sauf que personne ne veut la payer et il y a un côté gratuit dans l'image. Mais c'est absolument pas la question là. Les deux dernières questions, vraiment, pour finir. Est-ce qu'il y a une photographie, d'ailleurs, on pourrait la mettre en publication pour cet épisode. Est-ce qu'il y a dans tout ton travail une photographie qui, pour toi, représente le mieux ton travail ? Est-ce qu'il y a une photographie dont tu veux nous parler qui correspond à... Voilà, T'as géré ta prod, t'as géré ton editing, ton dev, et tu te fais, ok, d'accord, c'est... Quel que soit le sujet, un truc où tu te dis, ouais, ok, ça c'est vraiment... c'est vraiment ma patte. Ouais, j'en aurais deux. Parce que tu sais, t'as vu, j'ai deux comptes Instagram que je tente de tenir à jour, et des trucs avec mon... On mettra les liens en description. On mettra les liens en description de l'épisode. Mon faible nombre de followers, même si je m'en fiche totalement. Des milliers. Ouais, parce que du coup, on s'est aperçu qu'avoir plein de followers, forcément, c'était pas... Ça a l'air acheter cool vos comme followers. Ça. Ouais, acheter des followers, donc je sais pas... Non, concentre-toi sur les photos. Mais ouais, j'aurais une photo de mes deux visions cinématographiques, de mes deux visions que je pourrais te donner, que je pourrais te donner. J'essaie de regarder là en même temps, là, on me sent un peu perdu, mais je suis en train de regarder quel type de photo me représente un peu plus en termes de travail et en termes de rendu. Je suis en train de truster. Et ben, pendant que tu trustes, je te pose la vraie dernière question de la série. Oui. Au final, pour toi, la photographie, c'est quoi ? La photographie, pour moi, c'est la transposition de la vision d'image que t'as en toi, en fait. Tu t'aspires à ce type d'image, donc tu la retransposes en fait en photographie. Pour moi, c'est ça la photographie. Après, en tant que créateur d'image, et après celui qui consomme de l'image, la photographie, c'est quelqu'un qui va vouloir s'évader à travers des clichés, qui va vouloir on va dire emmagasiner en fait c'est un peu comme partir à l'aventure et découvrir des nouveaux paysages. En fait, la photographie, c'est de découvrir en fait des talents qui te allez hop, on y va. Ouais, en route pour l'aventure, qui vont te permettre de t'évader et te dire ah ouais, la photo c'est vraiment cool. En fait, quand j'ai commencé à faire des expos,
je me suis aperçu en fait que les gens qui consomment la photo vraiment consomment de la photo, quoi. Il y a un vrai public de la photographie. C'est pas Instagram, hein, les gens qui consomment de la photo. C'est des gens qui sont passionnés, qui vont faire des expos régulièrement, qui regardent ton travail, qui le scrutent. J'ai même des gens qui sont venus me voir en me disant oui, j'ai reconnu, vous avez voulu raconter ça et tout. Toi, t'es là en train de raconter ton truc au micro et t'as quelqu'un qui vient te dire oui, j'ai adoré ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ça et tout. Et là, tu te dis ah ouais, d'accord, ok, on est effectivement, il y a vraiment des gens passionnés qui sont de l'autre côté, qui consomment de l'image et qui sont là pour s'évader à travers la photographie. Mais de toute façon, c'est comme à l'instar de la peinture, c'est pareil. La photographie comme la peinture. Alors, on va pas retomber sur ces phrases qui te disent oui, mais du coup, la photographie, c'est la vérité, le cinéma, c'est 25 fois la vérité. Enfin, l'avantage de la photographie comme de la peinture, c'est que tu as un temps de relecture qui est infini et un temps d'analyse qui est infini par rapport à quelque chose qui est immédiat. Tu regardes une photo, tu l'as devant toi tout de suite, tu as tout d'un coup. Contrairement à de la musique où tu dois attendre la fin, et puis la musique, le silence qui est avant, le silence qui est après définissent ta musique et le sens de ta musique, comme la manière dont tu viens mettre une photo en exposition, la manière dont tu viens travailler le hors-champ, tout ça va définir ta photo. Mais peut-être que la photographie, c'est aussi exprimer ce qui n'est pas nous, et cette vision qui nous est propre aussi, mais qui ne nous appartient pas. Enfin, quand je disais tout à l'heure que la photographie n'existe pas, et ce sera très certainement l'accroche de ce fameux épisode 3 que j'essaie de vous vendre depuis tout à l'heure, c'est que c'est un choix. Faire une photo, avant tout, c'est un choix. C'est pas compliqué d'appuyer sur un bouton, de se mettre en mode rafale. Ce qui est compliqué, c'est d'appuyer quand ça explique, quand ça raconte quelque chose. C'est ça. Et une fois que tu travailles ton image, ça tient debout et ça marche. Et puis, surtout, en fait, tu t'aperçois, en fait... Mais d'ailleurs, je crois que c'est le propre de l'art. De l'art, en général, on fait de l'art avec tout, en fait, finalement. La photographie, en fait, c'est juste parce que, en plus, comme t'as l'image, tu t'aperçois que même des fois, des clichés tu as peut-être vu avant, et tu te dis, mais c'est quoi cette photo et tout. Et tu reviens dessus plus tard, et tu te dis, mais finalement, il raconte quelque chose. Tu dis, en fait, j'ai été trop pressé dans mon analyse, en fait, j'ai été trop simpliste dans mon analyse. Et en fait, tu t'aperçois, en fait, que la photo, aujourd'hui, non seulement c'est à la portée de tout le monde, et heureusement, mais plus tu vas avoir du temps à analyser quelqu'un qui a fait une photo, on va dire... Tu vas te dire, tiens, c'est lambda, c'est super basique, mais finalement, tu t'aperçois, en fait, quand tu vois la cohérence de toutes ces images, tu te dis, ah, mais c'est pas si lambda que ça, en fait. C'est juste parce que... Il y a un fil conducteur dans l'ensemble. Parce qu'en fait, tu es basé sur peut-être un modèle de type de photographie et tout, et tu te dis, bah tiens, ça, c'est pas dans mes standards, mais si tu t'intéresses vraiment à la personne en train de dire, mais pourquoi il a fait cette photo ? Et ben là, c'est là que ça devient intéressant. Tu te dis, ah, d'accord, ok, je comprends. Et puis du coup, ça te donne aussi des idées. Tu te dis, mais il a fait ça, mais ça c'est pas mal. Je pourrais reprendre ce truc-là, parce que c'est vrai qu'il a fait ce petit truc et tout. Et tu t'aperçois, en fait, que la photo, en fait, il n'y a rien de... C'est illimité, c'est indéfini. Tu peux faire de la photo toute ta vie et prendre ton pied, ou pour ceux qui en vivent, de continuer à raconter des belles histoires, ou de faire encore des super clichés où tu as un public qui s'y intéresse. Mais la photo, c'est comme à l'instar de la cinématographie, comme la peinture, comme beaucoup de choses. Tu t'aperçois en fait que c'est illimité, en fait. La musique, comme la musique, pareil, c'est illimité. Tu peux faire des milliers de choses. En fait, tant que tu auras un public, en fait, c'est ça qui continuera à faire qu'on ira toujours voir de la photographie, voir de l'art, sortir au théâtre, faire des trucs. Parce que quand tu fais le tour, en fait, de chaque type d'art, tu as toujours cette sensation d'avoir fait le tour. Mais en fait, tu vas réécouter un morceau, tu dis, bah tiens, ça a déjà été repris. Mais tu vas l'écouter quand même, la musique. Bah, c'est pareil pour la photographie, tu dis, ah ça, je l'avais déjà vu, ça, c'est plus le style. Tu auras toujours une comparaison de dire, ah bah tiens, ça c'est du Lindbergh, tiens, ça c'est du Stendhal, ça c'est des trucs comme ça. Mais à la finale, tu vas quand même regarder, tu vas dire, ah oui, c'est super joli, c'est super beau, tu vois. En fait, la photographie, ça existera toujours, sauf que, par contre, les photographies sont trop parfaites. Voilà,
En fait, ça sera mon mot de la fin. Aujourd'hui, le problème pour moi de la photographie dans quelques années, c'est que les photos seront trop parfaites. On rajoutera de l'imperfection, t'inquiète pas. Avant de te demander ton actualité de manière brève, puisque tu m'as dit que tu travaillais sur une expo à venir, à chaque fois, tu n'as le droit que d'énoncer ton choix et tu n'as pas le droit de l'expliquer. Instagram ou Pinterest ? Instagram. Canon ou Fuji ? Fuji. Lightroom ou Capture One ? Capture One. Alors, ton actualité, donc on va mettre en bas de cet épisode, je vais mettre tes comptes, tes différents comptes Instagram, de manière à ce que les personnes puissent suivre ton travail et voir ce que tu réalises. En quelques mots, tu disais que tu allais travailler là sur une expo pour une salle de concert dans les temps qui viennent. On voit ouais, ça en fait, avec une salle de concert. Tu peux déjà dire laquelle ou c'est j'attends que. Non, en fait, c'est fait, mais t'attends que ça s'annonce. Ouais, ça s'annonce. Bah, que c'est ça, fini. T'as tout à fait. On en parlera dans le podcast. Je vais faire une expo autour des artistes qui vont passer dans cette salle de concert avec ma vision photographique. Et en fait, ça va donner, entre guillemets, en fait, le target, c'est pour la fête de la musique. Ouais. Qu'on puisse faire une expo pour la fête de la musique où on aura des clichés de chanteurs, voilà, dans cette salle de concert qui commence un peu à bien être connue là, en région parisienne. Je travaille sur 2 autres expos aussi là dans le monde de la voiture, mais je dirais ça un peu quand ça sera signé. Et là, par exemple, là, je suis en train de travailler beaucoup là sur du portrait avec des nouveaux visages, avec une nouvelle dynamique, avec des nouvelles idées. Et du coup, voilà, c'est un peu l'actualité. Puis bon, après, mon travail actuellement, t'as des shootings là, qui se font avec des mannequins. On a des trucs, tu vois, sur l'autre partie de mon compte où je travaille beaucoup de la photo. Vraiment, là, imposer cette vision photographique où là, tu vois beaucoup d'éléments... des trucs quand je pars en voyage ou des trucs comme ça. Donc voici ça va être un peu plus mon d'actualité. Mais il y a des trucs aussi qui sont en train d'arriver, mais je vais les dire au fur et à mesure parce que généralement j'ai l'impression que des fois quand tu balances un truc trop tôt, les gens sont trop dans l'attente et se disent ça se réalise pas. Alors que quand tu le balances comme ça, ni vu ni connu, tu dis bah tiens, il a fait ça. Donc je préfère dire ça comme ça que de faire genre le gars il est hyper surbooké en fait. Non, il a sorti un projet, 2 projets. Non, je vais balancer les projets au fur et à mesure. De toute façon, je te les communiquerai. Puisque mais on en discutera ici. On s'est souvent au téléphone, donc forcément, on discutera de ça et je pourrais J'aimerais bien savoir combien d'heures de podcast on en a fait, parce que je vois qu'il est... Alors, on a commencé à enregistrer, il était, je pense, une petite heure et demie, une petite heure 40. On n'a pas trop savonné. Ça va, hein. Pas trop savonné. J'ai un peu bégayé, bon ça il est 4h22. Ouais, ça sent le 5h30 chez moi. Pour dire que non, c'était bien cool ce petit podcast. Eh bien, un très très grand merci à toi de m'avoir fait l'amitié de venir pour cet épisode. Et pour je t'en prie. Nous expliquer un petit peu tout ça. J'espère que tu as pris du plaisir. Ah oui, regarde, j'ai pris un petit rhum, un petit truc. J'ai une boîte de Smarties là que je t'ai écouté, que je vais manger dans ma voiture. Quand moi j'ai manqué de m'étouffer avec. Fais pas comme moi parce que moi j'ai manqué de m'étouffer avec. Non, moi je vais les manger tranquille, assis, tranquillement devant un petit truc, devant une retouche, devant un développement photo. Ça, tu vois, je vais les garder devant un développement photo. Parfait. Merci beaucoup aux personnes qui ont accueilli le premier épisode le mois dernier. Comme je le disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas forcément à un tel accueil. Je suis vraiment très 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 content. On va pas forcément rentrer dans des chiffres parce que c'est pas une guerre, mais très content du nombre d'écoutes et merci des retours, merci des questions. Le prochain podcast, celui de janvier, sera uniquement moi, seul en selle, un petit peu à la copie comique, sauf que je vais vous expliquer avec mes mots un petit peu les bases de la photographie. Et on va discuter
et aborder vraiment, parce que je pense que c'est important qu'on le fasse suffisamment tôt dans l'histoire de ce podcast, tout ce qui va être, et plus largement qu'aujourd'hui, tout ce qui va être RVB, CMJN, définition, résolution, le triangle d'exposition, ouverture, temps de pause, sensibilité, enfin voilà, tout ce que je faisais quand j'étais formateur photo, de manière à ce que pour les podcasts qui vont suivre, vous aurez au moins une base technique, sensorielle, puisque je vais vous faire dessiner, je vais vous faire des petits trucs, pour comprendre et j'espère progresser, avancer comme nous tous en photographie, parce que en fait on continue à apprendre tout au long de notre pratique. Merci beaucoup de votre écoute, merci beaucoup d'être venu et de m'avoir fait l'amitié de tes explications et de nous raconter un petit peu qui tu es et comment tu travailles. Pardon. C'était avec plaisir. 4h30, effectivement, la fatigue arrive. Bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, faites des photos avec votre téléphone, avec un Polaroid, avec ce que vous voulez, faites des photos. La photo, c'est fait pour exister et n'hésitez pas à partager et à diffuser la photo et ce podcast. Merci beaucoup, on se retrouve en 2020 pour, j'espère, de nouvelles aventures photographiques. Salut, salut. Tchuss.